C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Hey yo la team Rapology, on est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et comme tous les soirs, je suis en compagnie de l'homme le plus riche de Belgique, l'homme le plus chiant de Belgique. J'ai nommé Mr BFP. Makini, tu t'arrêtes jamais, dis donc toi. Je ne suis pas l'homme le plus riche de Belgique, je tiens à l'affirmer ici et le dire ici en direct. Je ne suis pas l'homme le plus riche de Belgique. Mais Cuny, un billet. il n'y a pas de sous, cocotte. Ça va quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi, tranquille? Très bien, j'espère que chez vous aussi tout se passe pour le mieux. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos messages, vos commentaires, vos réactions. Je répète, 0460 26 20 20. Mais c'est qui devient doué, le petit Marclay. Tu connais, c'est la famille. Alors les amis, ce soir nous avons un invité. C'est un homme qui a l'habitude de travailler dans l'ombre, mais aujourd'hui on a décidé de allumer les projecteurs sur lui. Il s'appelle Patson Miltoni. Il est producteur, manager, event coordinateur, consultant dans l'industrie musicale. Bref, il y a beaucoup de choses à apprendre avec cet homme. Il est avec nous. Faites-lui une ovation, s'il vous plaît. Yes, I. Bonsoir, Patson. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. La journée s'est bien passée? La journée froidement, glacialement. Elle était dure aujourd'hui. Ah ouais, non, le froid là, vous avez vu ma couleur, moi je suis un homme du soleil, c'est pas facile. C'est pas facile. En plus, j'ai appris que tu es revenu en Belgique récemment, donc tu n'étais plus habitué à tout ça. Ouais, non, j'étais généralement l'hiver, j'ai pour habitude de le passer au chaud. Donc là vraiment je sens comme on dit, je sentir quoi, tu vois. Au sentir. Naso sentir, exactement. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, Patson, d'habitude c'est marrant parce que je suis d'habitude l'homme de l'ombre. Ah, tu es l'homme de la lumière aujourd'hui. Et là aujourd'hui je suis l'homme de la lumière. Amen. Donc d'habitude c'est nous qui poussons les gens. Présente-toi, t'as pas dit ça, t'as oublié de dire ça. Et maintenant c'est à mon tour d'essayer d'expliquer. Et n'oublie rien. Hein. Ah ouais, oui. N'oublie rien surtout, n'oublie rien parce qu'on veut tout savoir. Old school. Bah écoute, Patson, un ancien déjà de l'urban music ici dans le plat pays, qui a fait ses classes dans toutes les classes de l'urban music, chanteur, rappeur, producteur, ingénieur du son, chorégraphe. Même la danse, oui, j'ai dansé à l'époque. Ça se voit avec faire des grands pas au sol, des grandes coupoles. Des grands pas à l'époque. On dansait dans les rues ici. Et producteur, et maintenant je vais dire plutôt entre parenthèses un peu entrepreneur, tu vois. Pourquoi un peu? Quand même entrepreneur, un peu, parce que on a toujours la passion de rester, on a envie de rester au studio, on veut rester sur la scène un peu pour voir comment ça se passe. Et moi, je suis un homme du terrain. Tu vois, les bureaux, c'est pas trop Donc trop mon truc, un peu parce que tu préfères être sur le terrain plutôt que dans les bureaux. Exactement. Mais dans le fond, t'es un grand entrepreneur. Exactement aussi. Vous me vieillissez comme ça. Mais non. L'expérience ne définit pas l'âge. Black don't crack. Black don't crack. Et ça se vérifie. Avec toi ce soir. Bah oui. On lui donnerait 20 ans et pourtant... C'est vrai, il est tout mignon. Ouais, exactement. Alors que comme les gens ils disent, mon oncle disait Moukolo. Moukolo, l'ancien. Il y a les gens qui m'entendent ici midi. Il y a même des gens qui m'appellent Yapatson. Quand t'entends ça, tu as envie de te fâcher, mais t'as pas le choix. Quand il dit ton chiffre magique, tu dis ouais. Mais moi je suis fier, j'ai pas honte. Tu fais bien d'être fier parce que justement, toutes ces années t'ont permis d'avoir un parcours dans lequel on va se balader aujourd'hui et dans lequel je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Oui. Et c'est justement ça qui est intéressant. Alors, on va peut-être commencer à tes débuts. Toi, comment est-ce que, où est-ce que tu as grandi? On va commencer par là. On va commencer par où j'ai grandi. Je suis né à Kinshasa, natif de Kinshasa.
100% quinoa. Hein, un 100% pur jus de quinoa. Pur jus de quinoa, vous savez, les quinoa sont chauds. Un jus de gingembre Jus quinoa. de gingembre quinoa. Comment ils appelaient ça à l'époque? L'otoko, quelque chose comme ça. Et né à Kinshasa, comme certaines familles, j'étais destiné à venir ici pour faire les études. J'ai passé un peu de temps en France. On t'a envoyé seul ici ou t'es venu avec toute la famille? Je suis venu d'abord, je crois, j'ai atterri d'abord en France, à Évry. Ok. Ah ouais, dans 91 là-bas. Ouais, j'ai atterri à Évry. Ouais, j'ai atterri à Évry avec mon frère à l'époque des Zoulous. Ok. Quand j'étais jeune, à l'époque des Zoulous. Et un jour, ma mère arrivait là-bas. Vous savez, c'est Évry, hein. Elle a dit, donc retour de là à la Belgique en pension, comme tout. Elle a dit mes enfants ils restent pas ici. Oui, venir rejoindre la famille ici en Belgique, parce que c'était brutal quand même la France pour nous, en Belgique. Et de là, première passion de. J'ai toujours été dans la musique parce que mon père était passionné de musique. Ok. Déjà au Congo, vous savez bien en tant que Congolais la musique. Entre nous. C'est culturel. C'est culturel. Donc, moi, il faudra m'expliquer, on en parlera sûrement après, avec une relation prévue au programme. Et moi, il faudra m'expliquer d'où vient cette passion chez le Congolais. Je cherche toujours à savoir. Alors, je suis allé à l'église, je suis allé un peu partout pour essayer de comprendre. C'est dans le sang. J'ai besoin de savoir. En fait, il n'y a pas d'explication, Barclay. Il faut être Congolais. Non, mais pourtant. Vas-y, pourtant je comprends. Oui, elle va me dire c'est dans la passion et tout. Imagine que moi je suis jeune. Mon père n'a rien à voir dans la musique, mais écoute, la musique était partout, chez ta tante, ton oncle, ton frère. Et d'ailleurs, j'ai un problème avec ça, qu'une ne sait pas chanter, frérot. J'ai un souci. Mais ça aussi, c'est mystique. Ça aussi, c'est mystique. Tu peux être passionné de musique sans pour autant savoir chanter. Mais aujourd'hui, on a des frères qui prennent des cours de danse. Nous, à l'époque, tu prenais pas cours de danse. C'est pas aussi danser aussi. Attends, Barclay. Pardon, qui t'a sonné ici? 23h, c'est Rapology. Tu peux me laisser faire mon interview c'est bon. Génération d'aujourd'hui. C'est bon, vas-y, c'est bon, je m'en vais. Les générations d'aujourd'hui. De longtemps, il n'y avait pas de cours de danse. Quand on mettait cours de danse, tu rigolais. Non, mais je vais te dire une chose, parce que Barclay, quand même, il veut me tailler. Quand il s'agit de faire du mouvement de Loketo, je suis là. Je suis là, oui. C'est vos chorégraphies façon Chris Brown, mon frère, c'est pas congolais. Laissez-moi tranquille. Elle est dans le feeling, moi, dans le flow. Dombolo. Non, mais voilà, c'est la bonne école, le flow. J'attends de voir le Dombolo alors, j'attends de voir. Moi, je peux. Ok. Non, Moutouachi, j'avoue que quand je l'ai connu. Comment il dit les ballons? Donc, tous ceux qui ne comprennent pas le lingala, le Moutouachi, déjà, c'est une danse qui nous vient du Congo. Et quand je dis Nakataka Moutouachi, ça veut dire que je danse vraiment. Donc, je le tape, quoi, tu vois. Kassaïen, ça Tu tapes, quoi. Tu oublies ta mot, quoi. Kassaïen, ça casse. Kassaïen. T'as tout compris. C'est pour ça que j'ai fait caca. Mais bon, revenons-en à toi, Patsen. Donc, toi, t'arrives ici en Belgique. J'arrive en Belgique. En pension, c'est ça? Ouais, l'internat comme tout le monde. Hein. Parce qu'au départ, je pense que les parents ont voulu nous donner la meilleure éducation possible. Donc, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Parce que souvent, les parents pensent mettre leurs enfants à l'internat en se disant ils vont filer droit. Alors, qu'est-ce que c'est pas là-bas qu'on apprend toutes les bêtises? Franchement, moi, c'est les top années, quoi, l'internat. Tu te retrouves avec les potes, les bêtises ensemble, le week-end, vous rentrez ensemble. Vous allez, vous dites, bon, ce soir, on va au studio galerie ensemble. Donc, c'est là où tu apprends pas mal de choses. Franchement, c'était des belles années. Franchement, la pension, l'internat, c'était des belles années parce qu'on a appris à danser là-bas. Voilà. À l'époque, on appelait ça le funk. On coupait les cheveux dans les champs en pension. Et vous faisiez des coupes On faisait les coupes. J'étais coiffeur, j'étais barbershop. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Non, mais j'ai tout fait. Je voulais maîtriser l'industrie, j'ai tout fait. J'étais barbershop. Bon, vous savez bien, les premiers coupes chez les frangins, tu rates un peu, mais ils disaient, mais ça va. Les lignes, elles sont un peu larges, mais ça va. Mais ça va. Et oui, j'ai fait barbershop. Parce que, en fait, c'est toute cette culture de l'urbain, en fait. On a tout fait, taguer. Mon frère il taguait sur les vêtements, tous les vêtements, et on mettait les salopettes. Et on taguait, on allait danser. On nous proposait des clips, on était contents. Il y avait la passion, il y avait l'amour pour le truc. C'était quelles années? C'était quoi? C'était les années 80, 90? Oui, c'était les années 90, on va dire, 90. Ouais. Les années 90, un peu plus tôt. Déjà, au Congo, dans les années, quand j'étais au Congo, je dansais le Smurf. Ah ouais. Attends, fais-nous encore une petite démo de Smurf. Déjà au Congo, c'est ça qui était magnifique, c'est que on avait déjà ça de chez nous. Et quand Michael Jackson est arrivé
avec le fameux gant. Ah ouais, ça j'avoue, c'était une dinguerie. Ne me dis pas que t'avais qu'un seul gant. Ça, Si, j'avoue, si, c'est une j'avais dinguerie. le gant. Je mettais dans la poche, je sortais le gant. Aïe. J'avais le gant. Et mes sœurs allaient dans un... Je me rappelle cette boîte qui s'appelle le Château. Et il y avait des concours de Smurf. Tintin, 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 Avec ton tintin. gant. Avec tout le ça. gant. Et déjà, donc t'imagines déjà là, on commençait déjà à faire les mouvements. Et quand Michael Jackson sortait un clip, c'était tout le pays qui s'arrêtait. Nous avec, et on attendait comment le clip. Et allez le lendemain à l'école, allez vous essayer de répéter Allez, les c'est mouvements. parti, on répète. Répétition. Les premiers clips, les premiers breakers, Break Machine, Turbo, ça a commencé là-bas. Et puis voilà, donc ça veut dire que déjà, très jeune, on était déjà dedans. Donc, tu étais déjà dans ce délire d'être dans la musique. Dans la mais créativité. à quel moment tu te dis, OK, moi, je veux travailler dedans? Parce que être passionné ouais. et travailler dedans, c'est quand même deux choses différentes. Alors, à quel moment? Parce que je pense qu'au départ, j'étais beaucoup dans la danse. Beaucoup dans la danse. Et puis, de la danse, c'est la scène. Je voulais prendre le micro. Tu voulais être rappeur? J'ai rappé avec je crois qu'il y avait mon petit frère avec. T'étais bon? J'étais bon. Ouais. Franchement, j'étais bon. Et il réfléchissait, ouais, j'étais bon. Après, ça dépend. Il y a bon, est-ce que t'étais bon comme Cuny ou t'étais bon. J'étais bon parce que je crois que j'étais déjà créatif. J'ai cherché loin. Et je dirigeais déjà à l'époque. Ouais. Dans le groupe, je dirigeais un peu. Et puis, j'ai eu la passion pour être DJ. C'est là que vraiment ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé. Alors, quand j'ai commencé à être DJ, puis vous savez, les platines, traîner, chercher les disques, j'ai commencé à écouter. Et là, ça a commencé à être sérieux parce qu'à partir du moment où on t'appelle dans une soirée pour aller mixer, c'était old school, là, tu commences à rentrer dedans. Tu commences à rentrer dedans. Et j'ai eu la chance, là où je vivais, de croiser un pote à moi qui s'appelait Nicolas Scaravelli, qui bosse avec Junior Jack. OK. Et Nico, à l'époque, il faisait la jungle music. Et c'est la première fois que je rentrais à l'intérieur que je voyais du matériel de musique. Un clavier, un truc qu'on appelait sampler. Et il appuyait et puis ça faisait du son. Je dis, non, mais c'est quoi qu'il fait là? C'est quoi qu'il fait? Et il me dit, oui, ça, il me montrait, c'est un sampler et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et c'est là que ça commençait à rentrer parce que je voulais être créatif. Parce que, étant DJ, je jouais des choses. Et lui, à l'époque, on scratchait un peu. Et je me rendais compte qu'en fait, ce que j'écoutais un peu en termes de musique, il arrivait un peu à reproduire ça, mais pas tout à fait à reproduire. Je dis, oh, donc cette affaire, c'est ça que ça fait. C'est magique. Non, mais ça, c'est magique. Moi aussi, je veux apprendre ça. Donc, et c'est lui qui de t'a là. appris ça? En fait, c'est pas qu'il m'a appris, c'est qu'il a ouvert une porte. OK. Et c'était très rare parce que déjà dans la communauté africaine, on était plutôt dans tout ce qui était scène, mais pas dans la créativité pure. Il y en avait très très peu. Il y avait des talentueux qui jouaient. Je vois l'histoire d'un ami qui fait partie des Bionics, Chris des Bionics, qui a produit Kenji Girac, qui a fait Matt Pokora, qui est ici. Il y a des références. Des vraies références, mais à l'époque, ce mec, il jouait juste du clavier. Mais nous, on était contents, on était aux platines, on jouait. Et c'est là qu'en fait, la vraie histoire commence à arriver, parce qu'on était très influencés par le mouvement américain du urban music, et on essayait juste de reproduire ce qu'on voyait sur MTV, quoi. Et c'est là que ça commence. Et là, tu commences à essayer d'avoir un peu de matos, un sampler. Et puis quand tu commences à voir que ça commence à résonner, mais c'était un peu bricolé, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, là, c'était les meilleurs moments, quoi. C'était vraiment... Et comme il n'y en avait pas beaucoup, je me suis passionné de la technologie, de la créativité, en fait. J'avais une passion pour ça. Et comment est-ce que ça a été dur d'apprendre et puis se fournir le matériel? T'étais jeune. Ouais. Tu travaillais déjà à côté, tout ça? Non, en fait, ce qui était marrant, parce que d'abord, c'était les platines. Et à l'époque, on avait des 4 pistes. OK. Et les 4 pistes, on avait la chance que mon pote Nicolas, il avait un 4 pistes, donc on se débrouillait avec ce qu'il avait. Donc quand c'était un peu ton temps, t'étais là. Et on commençait avec des choses basiques. Mais c'est pour ça que je dis toujours que l'urban music, c'était magnifique, parce que comme on n'avait pas les moyens, on utilisait des choses basiques. Et c'est ça qui a fait que je pense que le hip-hop a grandi. Parce qu'avec une machine, on a appris à savoir que tu pouvais faire des beats, tu pouvais sampler à tes souhaits. Tu pouvais sampler et tout. Et donc, ce qu'on faisait, moi je me rappelle ce que je faisais, c'est que je récupérais du vieux matos de Nicolas. On cherchait du matériel d'occasion. Et il y avait un magasin qui s'était à H qui s'appelait Thomas Ocase. C'était la caverne d'Ali Baba.
caverne d'Ali Baba. C'était Là, on vieux, trouvait mais tout. tu voyais le truc que tu rêvais, que tu avais vu chez le hip-hop du gars à New York. Tu dis, il est là. Il est là, c'est le même. Si j'économise un peu, j'ai ça. Donc je mettais, en fait, là où les gens mettaient de l'argent sans tenter autre chose, mais moi je dis non, moi je vais mettre de l'argent là-dedans. Le peu que j'ai. Donc tu avais un truc, mais c'était donc ton studio. Donc ça veut dire que j'ai un studio, tu avais juste un truc, tu disais j'ai un studio. Et c'est de là qu'est venue la passion de la créativité. Ça a commencé vraiment là, dans les années 90. Et puis ça va tout seul, hein. Tu commences par une chose, puis une deuxième, mais je cumulais le DJing et la créativité. Le DJing et la créativité. Mais quand tu dis la créativité, c'est-à-dire que tu faisais aussi des productions musicales? Au fait, comme on appelle aujourd'hui les beatmakers. Donc, je me suis lancé très jeune dans le beatmaking. J'ouvrais tous les magazines, en fait. Tous les magazines électroniques, parce que mon pote, il venait de Londres. Et il ramenait tous ces magazines anglais où on montrait le matériel. Donc, je feuilletais tous ces magazines, on lisait les magazines pour « Ah oui, il fait ça avec ça, ah il fait ça avec ça ». Donc en fait, on s'éduquait. Et la chance qu'il avait, lui, c'est que lui, il avait arrêté l'école pour faire de la musique. Mais moi, même toi, allez dire à ta maman « Non, moi j'arrête l'école pour faire ça ». J'ai dit à mon pote « Non, mais là, c'est pas possible. Là, vraiment... Je peux pas dire ça à ma mère. Non, là vraiment, tout, mais là, c'est la chaussure qui t'attend. Parce que surtout qu'elle t'a envoyé. Déjà, c'est ça que j'allais dire. Déjà, on t'a envoyé. Et surtout, à l'époque, c'était à l'époque que si tu fais ça, tu rentres. Oh, tu vas aller faire la musique là-bas. Donc, tout se faisait un peu en cachette, entre. Mais j'avais la chance d'avoir une maman qui était assez ouverte, donc on montrait tout, mais pas tout, parce qu'il fallait réussir aussi à côté. Sinon, on te dit, donc, tout le temps que tu passes, c'est ça. Donc, ça te mettait certaines motivations, mais je disais, bon, non, moi, je peux pas me lancer à fond. Tu vois. Donc, de là, tout doucement, on a créé, je me rappelle, on avait créé un collectif de DJ, de producteurs avec eux. C'est comique parce que quand je vois, on était tous fiers d'avoir ce collectif. Sweet Design Posse, c'est quoi c'était? Sweet Design Posse. Et mon pote, il venait de Londres et la musique, c'était la jungle. Ok. Imagine, on avait un clavier, un petit sampler, et c'était un Atari 1040, et on apprenait tout dedans, quoi. On déchirait le truc, on scratchait sur le côté, et je passais mes soirées chez lui, comme c'était mon voisin. J'allais chez lui, je revenais, et du coup, en fait, j'ai appris énormément, comme ça, dans le DJ, dans la technique, dans la prod, en tant que beatmaker, et au plus tu avançais, au plus ça devenait une passion, parce que je me disais, attends, un jour, je veux que c'est mes sons qui jouent. Alors c'est là que tu commences à vraiment, ça commence à rentrer. Et un jour, ton pote dit, hey, vous savez quoi? Il y a un gars, il a un studio, il ouvre une école de jazz, vous pouvez apprendre. Ah bon? On y va. On y va. Mais, tu sais quoi? Parce qu'on passe vraiment, j'adore découvrir cette histoire, mais je vois que l'heure file et qu'il est déjà l'heure de se faire une petite page de pub. Donc on fait une petite pause, mais retiens bien là où on en est arrivé dans l'histoire, et on revient juste après la pause. Yes, I. Les amis, ce soir, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quelle intro. Il faut que je donne mon âge. Non. Quelle intro. Ne donne pas ton âge, ne donne pas ton âge, c'est la surprise. Donne ton âge alors. Oui, 50 ans, fier de l'être. 50 ans et toutes ses dents. Et toutes mes dents. Et aujourd'hui, 50 ans, je monte sur une planche de skateboard, je mets tous les jeunes à l'amende. Vous avez vu ça, les amis? Je vous dis, on est avec Patson Miltoni. On est en train de se balader dans son histoire et je peux vous dire qu'on a des choses à apprendre de lui. Il nous parle vraiment d'objets dont on ne connaît même pas l'existence. C'est pour la culture, c'est important. Instruisez-vous, notez. C'est pour ça que c'est important de l'avoir. Il travaille dans l'univers musical, en tout cas, depuis son plus jeune âge, depuis qu'il était tout jeune, et aujourd'hui, il est encore dedans. Il travaille beaucoup dans l'ombre avec pas mal d'artistes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de retracer tout ce parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et là, on en est encore au tout début. Donc, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas trop raté. Vous avez raté un peu,
mais pas trop. Oui, exactement. Elle est longue. On a jusqu'à 23h. C'est ça, on a jusque 23h. T'es prêt? Il faut que j'écrive un bouquin. Mais écoute, on commence ce soir. Ok. Donc on en était où? Alors, pardon? Vas-y. Je croyais que Barclay voulait intervenir. Attendez-vous. Hein. Mais on en était justement au moment où tu nous dis que tu parlais de ton ami qui est devenu un DJ Ah oui, parce que house international. Mon pote Nico, de notre Kid Crème, a fait des gros remixes en fait. Ok. Seal, Aretha Franklin, et ils avaient un collectif avec Vito qui s'appelle Junior Jack, qui a fait des gros titres en house. Et je me souviens parce que comme c'était des potes d'enfants de jeunesse, ben on se rend pas compte. Et quelques années après, quand je déménage au States, il devait venir faire un événement qui s'appelle The Monster House à Los Angeles. Et il m'appelle, Mich, on est là, à Los Angeles et tout, on a un truc et tout, Monster House. Je dis, ah ouais, je vois vos noms, mais moi, comme c'est des potes, je dis, ouais, viens, tu fais genre manager de nous. Je dis, ok. On arrive, Monster House, ils arrivent à Los Angeles tous les deux. Ils revenaient de New York. Ils venaient de faire une date dans la soirée de Puff Daddy. Ok, pas mal. À l'époque des élections, je crois, je sais plus, Puff Daddy faisait des t-shirts à l'époque où il voulait inviter les gens à voter. Il me dit, ouais, on vient de New York, on arrive à Los Angeles, ils étaient là. On se retrouve, donc c'est cool, après quelques années. Et moi, je fais office de manager. À un moment, je regarde les affiches, je dis, mais les gars, en fait, Monster House, c'est au Dôme à Los Angeles, c'est un grand truc quand même. Hein. Il dit, oui, tout justement, on va prester là-bas. Juste là, tout va bien. Et on arrive dans la salle et les tourneurs, ils me disent, quand je faisais le manager, ils me disent, oui, c'est possible d'avoir des guests pour vous accompagner. Ils veulent vraiment rencontrer Vito, le Junior Jack et Kid Crème. Je dis, ok. Et je vois les gens qui arrivent et moi, je faisais le manager, oui, lui, il peut venir, suivez-nous dans la voiture, on va y aller. et tout. Et je disais, Et on arrive sur la scène, il y a du monde, on monte sur la scène. Et en fait, ils avaient décidé que pendant qu'ils performent, personne ne monte sur la scène. Et tous nos guests restent autour. Donc moi, j'étais là, il me disait, tu peux prendre une photo pour moi? Je prends une photo. Et à un moment, je me retournais derrière, je disais, mais je comprends pas, tous ces guests, tout le monde s'affole quand ces gars sont là. Mais c'est quoi? Je faisais pas attention. Et je regarde la foule d'en haut, je dis, mais il y a du monde. Il y avait, à tout casser, dans ce stadium, il y avait 10 000 personnes. Et je commence à me dire, attends, c'est un gros truc. Il y a des guests qui sont là que je ne connais pas, mais tout le monde s'affole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que, en fait, à ce moment-là, que mes potes, en fait, avaient fait des hits au States. Oh la vache. Et qu'à cause de ça... Belges. Ouais. 2. Non, mais véridique. Et il faut savoir, dans l'histoire, que ce Junior Jack, c'est lui qui a fait les premiers hits, à l'époque, il s'appelait de Benny B. Ok. Le premier producteur qui faisait le son, c'était lui. Et il s'est exporté aux États-Unis. Non, il était toujours ici, sauf que ses hits ont été planétaires. Et moi, je réalise comment, c'est qu'en fait, à un moment, je dis, mais ces gens-là qui sont venus avec nous, c'est qui? J'apprendrai qu'en fait, il y avait quelques acteurs de Hollywood qui étaient là, qui étaient fans de lui. Incroyable. Il y a même, c'était bien pour moi parce que ça m'a ouvert quelques portes. Et à un moment, c'est marrant. Alors, vous allez voir, je vais vous donner un scoop. Je vais vous donner un scoop. Oh, un scoop. Nous des scoops. Fais un petit bruitage, là, Oui. Barclay, pour le scoop. Fais un petit Allez, bruitage. allez, qu'est-ce que je vous mets comme bruitage pour Allez, le scoop? Barclay, parce que là, il y a un scoop quand Allez, même. bon, on va mettre on peut mettre un petit peu d'applaudissements pour le scoop. Oui. Voilà, un Le petit scoop. Le scoop. Il se trouve que je suis des États-Unis. Qu'à ce moment-là, je suis une amie à moi très proche avec qui je passe pas mal de temps à Los Angeles quand elle vient. Elle est là en stage à l'époque, elle est même pas encore en stage, mais après elle va aller en stage chez Interscope Records. Ok. Où elle fait les tournées de D12 après. Et c'est une pote. Donc, pendant qu'on fait cet événement avec Junior Jack, elle est là avec nous et tout. Elle rentre en France et puis elle me dit, écoute, envoie-moi cette photo avec ce gars. Je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a ce gars de spécial, ce gars-là? Il dit, mais t'as pas compris, tu suis pas la série Lost. Mais moi, je suis à Los Angeles, je suis pas la série. Je dis, mais c'est quoi ça, Lost? Je dis, ouais, c'est une série qui cartonne ici. Ce gars-là, il joue là-dedans. Moi, je dis, non. Pendant une semaine, j'attends Lost pour voir vraiment la série. Et puis boum, je vois la série, et je suis à Los Angeles, j'habite là-bas, je vois la série, et je vois, maintenant je l'appelle Sawyer, le gars qui joue Sawyer, je le vois, et je dis, ah, mais ça c'est les gars qui étaient VIP. Je dis, non, mes gars, ils sont lourds. Mes gars, ils sont lourds. Donc les acteurs qui me suppliaient pour nous suivre, en fait, c'est eux. Elle me dit, ouais, envoie-moi la photo. Et cette pote, vous savez c'est qui? C'est qui? C'est Marianne Robert, présidente de Sony Music aujourd'hui. Incroyable.
Mais en fait, il faut que tu m'expliques un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression que tu es né au milieu d'une génération dorée quelque part. Parce Exactement. que tous tes potes, quand tu cites, ils ont fait des trucs de dingue, etc. Qu'est-ce qui se passait en fait dans votre groupe, dans ton groupe d'amis? Quelle est l'essence? Explique-nous comment ça se fait que toutes ces personnes en sont arrivées là aujourd'hui. En tout cas, ton analyse de la chose. Mon analyse, c'est un peu comme l'équipe nationale belge. Génération dorée qui n'a jamais gagné une Coupe du Monde. En fait, il y avait tous les talents. Il y avait tous les talents. Mais comparé à aujourd'hui, quand je prends tous les talents, c'est-à-dire dans les années 90, quand je vois notre parcours de certains artistes, de tout ce qu'on a fait, ils ont fait des choses assez lourdes. Sauf que notre parcours, quand on est arrivé dans ce pays, c'était pour faire les études. C'était pas pour aller gagner l'argent dans l'industrie. Tu te vois t'asseoir et dire, papa, maman, moi, je vais être producteur. La réponse c'est quoi? Est-ce que ça c'est un métier? On va dire même producteur d'où? Producteur de On va dire producteur de quoi? De quoi? Parce qu'il faut savoir que moi déjà, pour être ingénieur du son, pendant 1 an, j'ai brossé les cours et j'étais stagiaire à un gros studio ici qui s'appelait le Dada Studio. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, ils sont des potes. Et quand je brosse les cours, on a su que je brossais parce je crois que j'étais en graduat en tourisme. Il a choisi l'option touriste. Ils ont envoyé une lettre que j'étais pas présent. Et je partais le matin, j'allais un peu au cours et j'allais au Dada. Donc tu faisais semblant, ouais maman, tu mets ton sac à dos, j'allais au Dada, t'allais au Dada Studio. J'allais au Dada parce que je vivais des moments au Dada qui étaient formidables. Et en fait, cette génération, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on n'avait pas pris conscience du business en lui-même. On était surtout passionnés. Okay. Donc on était content d'être en studio, on était content d'être sur scène, on était content de trôner un peu dans des labels. Est-ce que vos parents n'avaient pas raison quelque part? Oui. Dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, vous étiez content d'aller au studio, mais vous ne le preniez pas comme un métier. Pas du tout. Et donc, vous ne pensiez pas à en faire un business, à en faire... Et donc, est-ce que quelque part, vos parents n'avaient pas raison quand ils vous disaient, producteur de quoi? Parce que toi, tu vas aller au studio, tu t'amuses en fait. Disons que ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'on a dû avoir une certaine discipline qui me sert aujourd'hui. Parce que je pense que si j'avais pas cette discipline, j'aurais pas pu arriver à un certain niveau pour soit être dans le management, même dans la prod. Parce que tu sais, quand tu as des parents qui sont derrière, tu te dis, bon, je dois faire attention, je dois être précis dans ce que je fais, je dois pas faire de conneries. Sinon, c'est fini le studio, on me renvoie au pays. Donc ça a dû servir parce que maintenant, quand tu manages quelqu'un, l'avantage, c'est que tu es calé, quoi. Tu es vraiment au point. Donc du coup, moi, quand je manageais, par exemple, j'avais un groupe que j'aimais bien, les Mots Jazz, avec Peggy Tabou. Okay. On était, vu de notre éducation, on avait déjà le souci du bien faire. L'ingénieur du son, la préparation avant de monter. J'espère que Peggy, s'il m'entend, il se souvient de ça. Avant de monter sur scène, on faisait des méditations. Ah ouais. Où je me mettais debout et je parlais, bon les gars, voilà ce qui va se passer, on monte sur scène, quand on a le micro, on s'arrête pas. Quand s'il se passe quelque chose, je suis au contrôle, donc je m'occupe de ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On avait déjà ça. Je pense que ça a dû à notre éducation quelque part, parce qu'on voulait être bon. Et ça marchait parce que on a vécu des moments sur scène vraiment exceptionnels, parce qu'on était obligé d'être bon, sinon c'était pas possible, quoi. Merci aux parents. À quel moment, du coup, ça devient un métier ? Justement, parce que comme tu disais, avant, vous étiez content d'aller au studio. C'est quand est-ce que se fait le déclic et que tu te dis, OK, là, faut que j'en fasse un business, il faut que je vive de ça? C'est un peu difficile de dire vivre de ça, parce qu'on est dans une époque où ça paye pas bien, dans une époque où on fait pas tellement attention au crédit, on fait pas tellement attention à ce qu'on fait, donc on se fait arnaquer quelque part, entre autres. Alors, je crois qu'au moment où on commence à penser que ça peut devenir un métier, c'est quand on te parle combien tu veux que je te paye. Toi, tu sais pas, tu dis, oh, on va me payer. Mais c'est quand que c'est arrivé, ça? Et ça, c'est arrivé, moi, quand j'étais DJ. Ok. Les potes disaient, ouais, combien tu veux que je te donne? Même si c'était un 100 balles, tu dis, oh, on m'a payé. 100 balles, waouh! Waouh! Tu dis, attends, on t'a payé. Et puis ça augmente, tu es content. Comme DJ, déjà, on commençait à te payer par soirée. Et puis tu es content. Et puis tu dis, ah ouais, je suis payé par. Mais tu vas pas quand même dire aux gens, à tes parents, que ça devient un métier. Pourquoi? Parce que, faut se dire, chez nous, la musique n'est pas un métier.
chanteur n'est pas un métier. Footballeur, c'est pas un métier aussi. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que quand on voit l'importance de la musique au Congo... Et surtout ce que ça génère aussi. Et quand on voit... Et aucun parent congolais, et alors il y a peut-être des exceptions, donc si vos parents ne sont pas dans le cas de ce que je vais dire, ne m'incendiez pas. Mais clairement, aucun parent ne valide les carrières artistiques. Mais je pense plutôt qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que le modèle de réussite pour eux n'était pas ce modèle-là. Tu vois? Donc, moi, je vois mon pote Nicolas. Sa mère dit, oh, tu vas arrêter, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais la musique à condition que tu le fasses bien. Moi, je veux dire à mon père, je vais arrêter pour faire la musique. Est-ce que tu peux m'aider? C'est la chaussure, il te sort dehors et puis tu rentres directement avec un billet d'avion direct au pays. Ça, c'est votre talayo. Oui. Ça compte pas, yo. Non, même pas, il va dire, quoi? Déjà, à partir de quoi tu as compris que tu as fait une bêtise? Avec le regard aussi. Avec le regard. Voilà. Et déjà là, tu as compris pourquoi est-ce que je suis parti dans ce sujet. Parce que si tu le fais au mois de septembre, on va te le rappeler jusqu'à la fin de l'année. et tu rates ton année en plus. Donc, c'est ça que tu faisais tout le temps. Parce que moi, je rappelle, j'ai un pote qu'on a renvoyé, il était DJ parce qu'il était tellement un bon DJ. Bah, les affiches, voilà. Et puis à un moment, ça se sait. Ça se sait que voilà, grand DJ et tout. Ah, grand DJ. Yangoyo. Tu retournes. Tu rentres. Mais pourtant, tu rentres. Pourtant, il se débrouillait. Enfin, grand DJ, il avait l'air de se débrouiller pas trop mal si on mettait des affiches de lui et tout. Non, mais tu sais ce qui est formidable de notre génération? Ah, les mecs étaient forts. Moi, j'ai vu des Français, on les a pétés. J'ai vu des Hollandais, on les a pétés. Ils venaient ici, ils disaient, mais c'est pas possible, on est au States, c'est pas possible. Dans la danse, on avait un groupe qui s'appelait les Magical Band. Ils claquaient tout. Mais est-ce que la Belgique n'est pas un pays maudit? Parce que... Oula, tu vas fort dans les mots. J'y vais fort, mais dans le sens où j'ai l'impression que nos talents sont toujours les plus exceptionnels, les plus... tu vois, ils sortent du lot, voilà, on peut le dire, mais quelque part, quand je regarde le paysage culturel belge, il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui est mis en place pour les artistes. Tout à fait. Est-ce qu'on n'a pas un pays maudit? Non, je dis pas que c'est un pays maudit, ça veut dire que de notre génération, on n'avait pas pris conscience de pouvoir qu'on avait. On n'avait pas vraiment pris ça au sérieux. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Quand moi, j'ai voulu me lancer comme... je voulais être ingénieur du son, parce que ça me passionnait. Jusqu'au jour, je me dis, mais c'est pas possible. Tous mes potes sont là. Comment ça se fait qu'il n'y a que moi? On n'est que deux sur une communauté qui est beaucoup plus vaste. Parce que je pense que notre focus n'était pas dans certains domaines, notre focus était sur le show. Nous, on est des shows, quoi. Le show. Mais on a perdu que pour faire que ce show existe, derrière, il y a toute une machine. Et on n'a pas prêté attention. Moi, je me rends compte aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai pris du retard parce que j'ai pris conscience de ça un peu plus tard. Là, aujourd'hui, à 20 ans, ils ont compris le business. Nous, à 20 ans, moi, c'était l'école, finir les examens, et après... rentrer, essayer d'en faire un business, tu vois. Je pense que c'est ça qui s'est passé ici. On n'a pas pris ça au sérieux et vraiment comme il le fallait en disant on va en faire un business. Parce que tu sais ce qui se passe avec les gens talentueux. T'es tellement bon. Voilà. Bon. Et ton pote, il a fait ouvert pour Janet Jackson, il a claqué que Janet Jackson, ils sont forts. Attends, tu peux répéter avec Janet Jackson? Je veux dire, j'avais des potes à moi, les Magical Band. Ils ouvrent pour... à l'époque, d'abord, il y avait CNC Music Factory. Ils ont fait le show d'ouverture pour Janet Jackson. Mais elle dit, vous êtes fort. Mais après, tu sais, nous, je crois que c'est psychologique. On est bon, ça va aller. Tu vois, ça c'est vrai. En fait, on se suffit du fait que t'es bon. Ça va aller, je suis bon. Et moi, je voulais pas ça. J'ai compris. Et après, tu mets un peu d'égo. Je m'en bats les couilles de l'oseille, je m'en bats les couilles de... Bah, moi, déjà, à l'époque... J'ai eu la chance de croiser des gens qui étaient vraiment professionnels. Et c'est ça qui m'ont drivé, parce que le jour où je suis rentré dans des vrais studios et qu'il y avait, j'ai vu des exigences, quoi. Ouais, mais ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire de la post-production. Bon, ben, on a un groupe qui va venir, ben, t'es assistant, il faut que tu fasses ça. J'ai commencé à comprendre. Ah ouais, donc moi, je ne pourrais pas faire des beats. Donc, je ne pourrais pas faire de musique, il faut que je fasse ça. Et là, j'ai commencé à comprendre. Donc, je ne voulais pas terminer DJ, je ne voulais pas terminer rappeur, je voulais influencer la machine. Et quel poste peut être celui qui influence la machine? Bah, déjà, l'homme de l'ombre est très important pour faire briller quelqu'un. Et nous, on voulait tous briller. Toi y compris? À un moment, oui.
Mais après, quand j'ai commencé à comprendre l'importance de behind the scene, que c'est important, je dis, en fait, il y a tout un travail derrière qui se fait. Moi, je savais pas que pour faire cette chanson, il faut faire ça, ça. Et c'est là que ça commence à travailler un peu l'esprit. Et donc, je me suis passionné j'ai passé énormément de temps au studio. Et là, j'ai commencé à comprendre, ok, parce que là, tu vois du vrai passage, des vrais professionnels, des gens qui s'organisent, qui n'ont rien à voir peut-être avec l'urban music, mais qui sont en fait une ouverture vraiment sur ce que tu dois faire pour arriver. Parce que moi, mon rêve a toujours été le rêve d'avoir un label de musique, d'être manager. Mais je disais, mais comment je peux être manager? Et le gars me dit, ouais, mais il faut que tu connaisses tout. Tu dois connaître tout. Tu dois tous tout les connaître. détails. Il a raison. Oui. Et qu'est-ce qu'un manager? Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de managers qui Oui. nous écoutent. Oui. Qu'est-ce qu'un bon manager? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce qu'un bon manager? Je sais pas. En fait, déjà, il faut accepter d'être à ta place et accepter que tu sois dans l'ombre. Tu ne dois pas exister. Déjà, accepter ça. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ils veulent tous briller. Et en fait, ils doivent se dire, mais non, moi, je ne suis pas là pour briller. Je suis là pour faire briller la personne. Tu vois, déjà. Et je pense aussi qu'il faut avoir des connaissances sur beaucoup de domaines aussi. Je pense que ça aide beaucoup pour faire développer un artiste. Quel type de domaine, par exemple? Tous les domaines, que ça soit scène, technologique, studio, management et un peu de business. Tu vois? Parce qu'avec tous ces domaines, tu peux avoir ce pouvoir de te donner faire les bons choix et donner une certaine direction à un artiste. Et j'ai eu la bénédiction, même dans la galère, d'avoir commencer par la danse, la scène, la chorégraphie, DJ, ingénieur du son, la vidéo, la post-prod. Et puis du coup, le management coule de source. Et à quel moment t'es devenu manager, toi? Je suis devenu manager par accident, je pense. C'était à l'époque, je pense que c'était avec mon premier groupe qui s'appelait 1410. C'est ici à Bruxelles? À Bruxelles. Et puis j'ai eu les mots jazz avec Peggy Tabou aujourd'hui. Ok. En fait, je pense que je suis devenu manager dans la force des choses parce que vu que je connaissais le mieux une certaine partie de la technique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ingénieur du son live, tu vois. Et donc, eux, ils avaient besoin de gens, ils disaient, quand on arrive sur scène, il faut qu'on claque. Et en fait, j'avais ce truc où je connaissais la scène et je connaissais le behind the scene. Donc, et pour comprendre pourquoi, parce qu'ils avaient compris, moi, une histoire que j'avais beaucoup aimée, c'était avec les mots jazz, avec Peggy, Mouji. Parce qu'en fait, on devait faire une tournée, et je vous souviens des For My People, avec NTM. Bon, je les connaissais un peu, mais il se trouve que eux, ils ouvraient pour For My People. Ok. Et du coup, eux, ils avaient compris, ils dit, écoute, si on a notre ingénieur de son derrière, là, on va tout péter. Donc, on fait une date ici en Belgique, ils ouvrent, ça se passe super bien, et les gars disent, bon, on va aller à Tours, vous allez ouvrir pour For My People à la Tour. Moi, connaissant avec mon background, je décide de mettre comme DJ dédié. Ok. Tu comprends pourquoi il faut connaître. En fait, toi, t'es plugué de ouf, toi. Oui, il dit pas tout, il faut mais des plugs. on découvre. Mon cher ami dédié. Donc, on part. Big up à Dédiqué. On part avec Dédiqué. Il faut savoir qu'à l'époque, Dédiqué est un grand DJ DMC. Il fait déjà des sons que tous les DJ utilisent. Et on part avec le groupe. Sauf qu'à la grosse différence quand on arrive au Tour en terrain inconnu, je suis le seul ingénieur du son live de tous les groupes qui passaient là, même les Français. Tu vois? Du coup, nous on savait, et eux ils étaient là, ouais. Donc, quand tu arrives au soundcheck, tu dis, vous avez qui? On a notre ingénieur du son. Moi j'avais compris, j'ai dit, les gars, voilà comment ça va se passer. Comme je suis au contrôle, je vais pousser les faders et ça va péter. Sauf que les autres groupes, c'est toujours un gars qui fait pour vous et puis ça s'arrête là. Ouais, et puis lui, il n'est pas forcément. Quand tu as Dédiqué qui commence son intro de show, t'imagines ce qui se passe. Tu vois? Moi, je suis au contrôle. J'avais bien compris que, voilà, j'ai dit, quand ça sera de notre tour, vous allez voir. Tu pousses les faders, tu contrôles tout. Eux, ils sont sur scène, c'est carton. Et là, tu commences à comprendre que tu maîtrises tout l'environnement. Et donc, si tu as ces connaissances-là, c'est beaucoup plus facile pour les artistes. Ils sont plus en confiance pour performer. Et là, même moi, j'ai dit, ouais, heureusement que je connais un peu de danse. Parce que même pour la prépa, j'avais plugué pour qu'ils se préparent sur scène. Tu vois, ce qu'il faut faire. J'avais plugué pour faire la route. J'avais pris un de mes gars de mon cousin comme dans la sécu. Ouais, donc en fait, c'est ça, en fait, le manager, pour être vraiment bon, il faut qu'il arrive à maîtriser, en fait,
tous les aspects, qu'il puisse être celui qui a les bons contacts, qu'il ait aussi celui qui ait les connaissances techniques. Donc on essaye de faire les points qui résument. Donc les contacts, les connaissances techniques. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Les connaissances techniques, bon, moi j'ai un petit background en gestion aussi. Ouais. Tu vois, la gestion, avoir un bon carnet d'adresses et surtout avoir une personnalité où il faut accepter d'être dans l'ombre. Sans tabou. Il faut vraiment se dire, écoute, moi je vais être dans l'ombre, je dois tout faire pour que cette personne brille. Qu'est-ce que tu penses des artistes eux-mêmes qui managent? Parce que ça, on en a eu, même ici. Oui. On a eu des artistes qui sont eux-mêmes venus faire leur émission, leur Rapology en tant qu'artiste, et puis une semaine après, ils me ramènent leur artiste qu'ils managent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ce que je pense de ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe si ton artiste cartonne mieux que toi? Tu vas lui donner des conseils justes, tu vas être juste. Comment tu vas gérer le fait que ton artiste, il marche mieux que toi? Il vend mieux que toi, il a plus de plugs que toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense, à mon avis, c'est qu'à un moment, tu vas te raconter d'une grosse salle, tu vas dire, ah, moi aussi, je fais ça. Il faudrait qu'on fasse un feat. Ouais, ça aussi. Oui. Oui. Et en fait, t'es pas là pour ça. Tu vas faire de l'argent que si ton artiste évolue. Ça, c'est ma vision. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu es aussi artiste, et voilà, boum, ton artiste, il cartonne tellement, il se retrouve en face de Jay-Z. Toi, t'as jamais vu Jay-Z et t'as jamais fait un truc avec Jay-Z. Eh ben, instinctivement, tu vas dire quoi? Ah, moi, il faut que je sois un peu dans le son aussi. On le fait ensemble. Et là, déjà, commence un peu la... Tu vas tout niquer. Ben oui, puisque ça veut dire que tu commences à voir aussi toi... et ça va sur des détails. Hein. Vous faites un clip, ben, t'es artiste, t'as tendance, tu veux qu'on te voit. Ben oui. Oui. Ben, je suis artiste manager, boum, on te voit. Et tout. Budget, ça coûte plus cher parce qu'il faut qu'on t'habille aussi, il faut qu'on te fasse manger, il faut qu'on te fasse voyager. Le fameux, comment ça s'appelle le fameux, parce que faire manger, on en parle un peu en off. Le per diem. Le per diem, le fameux. Bah oui, donc ça, psychologiquement, moi je pense que déjà psychologiquement, c'est très compliqué. C'est ni bon pour l'un ni pour l'autre. Bah oui, c'est ni bon pour l'un pour l'autre parce qu'il y a beaucoup de conflits après avec les artistes qui managent d'autres artistes. Il y a toujours des guéguerres. Quel genre de guéguerre tu peux voir? Bah les bifs. Ah, c'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui... Bah, c'est ça que tu voulais faire, mon gars. C'est moi qui l'ai fait élever. Bah, c'est pas ça que tu voulais faire. Bah, c'est ça le bout de manager, tu vois. Oui, tu vois. Et puis, ça dépend de quelle culture. Je pense que les anglo-saxons sont moins pudiques avec ça parce qu'eux, ils sont dans la culture d'élever l'autre. Et nous, on est dans la culture que moi, je suis le chef. C'est moi qui t'ai trouvé. Je dois m'élever. Au début, ça commence toujours bien, jusqu'au jour que le gars il commence à cartonner. Ou bien t'entends que le manager a touché la femme de l'autre. Et puis... Aïe, 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 aïe. T'as des histoires à nous raconter. C'est vrai, ça. Non, mais il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. Je pense que pour être manager, il faut de l'humilité. Il faut vraiment de l'humilité. Il faut être OK avec le succès de l'un et de l'autre. Exactement. En fait, il faut être content du succès de l'autre et se dire que ce succès-là est un esprit d'équipe, quoi. Ça, c'est important. Ah ben, sur ce point-là, on fait une petite pause. Yes, on fait une petite pause, on fait une petite parenthèse. C'est l'heure de la pub, les amis. 2 petites minutes et on revient. On terminera l'émission aujourd'hui avec Patson. Il a encore plein d'histoires à nous raconter. Je vais écrire un bouquin. Écris ton bouquin, tiens, pendant la pause. Tu as 2 minutes pour commencer le préambule. Allez, pub et on revient tout de suite. On est de retour dans Rapology. Nous sommes en compagnie du champion du monde du name dropping décomplexé. Il a dit des noms comme ça, comme Janet Jackson, Marianne Robert, des grands Puff Daddy. Il a dit ça comme s'il parlait de son cousin du bled. Mon frère. Oh, mon frère. Les anciens. On est avec Patson Miltoni, toujours en compagnie de Barclay. Les gars. Yes, et de votre Go Queenie. Vous êtes dans votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h. On est aussi présent sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, X. Abonne-toi, like, commente, partage. Et puis, je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de l'émission. On prend vos réactions, on prend vos commentaires. Et d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour du côté des commentaires. Il y a Dino qui dit coucou la team Rapology. Le gars de ce soir a l'air d'avoir des histoires incroyables à raconter sur l'industrie. Quelle est la plus grosse anecdote de son histoire? La plus... j'en ai trop. Il veut une anecdote croustillante, j'ai l'impression. Une anecdote croustillante, laisse-moi réfléchir. Une anecdote croustillante. J'en avais une qui est assez comique, c'est...
une anecdote croustillante. Laisse-moi réfléchir. Une bonne anecdote croustillante. Ah oui. J'ai déjà lâché sur Marianne Robert de chez Sony. Une anecdote croustillante. Dans l'industrie de la musique, qu'est-ce que je peux raconter de croustillant? Des vieux dossiers. Des vieux dossiers, dis-nous tout. Des dossiers, Révèle ce que tu caches. Comique. C'est le jour où j'aurais dû amener le son. Je bosse pour à la belle un joueur de NBA qui s'appelle Metao Peace de Los Angeles Lakers. Et lui, il est passionné de musique. Et un jour, en fait, je suis dans un studio sur Santa Monica. Et il y avait toujours un gars qui arrivait avec une espèce de fourrure, comme ça. Il rentrait. Et à chaque fois qu'il arrivait, les gens étaient autour de lui. Et je dis, ah, mais ce gars-là, à chaque fois qu'il rentre, il est autour de lui. Et les gens sont autour de lui. Ils sont vraiment... Et à chaque fois qu'il venait vers moi, dans le studio, il me demandait des petits renseignements. Comment tu utilises ça? Et moi, je leur montrais la MPC. Ouais, tu dois faire ça comme ça. Et ils m'aimaient beaucoup parce que je leur montrais des choses. Oui, on doit faire un studio. Et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait... Je dis, ouais, prenez ça. Mais à chaque fois qu'il rentrait, que j'arrivais dans ce studio, je dis, oh, mais ce gars, c'est qui? À chaque fois, quand il rentre, il y a une espèce d'effervescence et tout. Et mais moi, pendant ce temps, moi, je voulais rencontrer les Puff Daddy. Ouais, je voulais rencontrer les gros morceaux. J'ai dit, mais ce gars, il me dérange presque, quoi. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Et 2-3 mois, de temps en temps, il passe, et je suis toujours sympa avec lui et tout ça, vite fait. Et puis un jour, je vais en week-end chez un pote, et tout, parce que ce qui s'est passé, c'est que, en toute personne qui vient d'Europe, j'ai eu un moment de panique, j'ai dit, il se passe des trucs bizarres, moi, ce studio, je ne veux plus aller. Okay. Et dans une conversation, j'ai dit, ouais, tu sais, souvent je vais dans un show, j'ai rencontré un jeune là, il est assez comique parce qu'il vient avec sa fourrure, avec son crew là et tout ça, mais il est très sympa, ils veulent faire un studio et tout ça. Il dit, mais c'est qui ce gars? Je sais pas. Il s'appelle Curtis, je sais plus quoi là et tout ça. Et le gars dit, qui ça? Je dis, un gars, Curtis qui? Curtis Young. Il dit, oui, il est un peu comme ça et tout ça. Il dit, t'es sérieux? Je dis, oui, je le vois souvent là. Je lui donne des petits trucs conseils comme ça. À gauche, à droite. Et il me dit, t'es sûr? Et il me montre une vidéo. C'est lui. Je dis, ah, le gars là, c'est lui. Tu vois? C'est lui. Il dit, mon gars, et t'as pu son téléphone? Je dis, ah, j'ai pas regardé son téléphone parce qu'il passe de temps en temps. Et puis moi, j'ai fui parce qu'il y a un gars qui a voulu être mon manager. Il m'a trop fait peur. Il a fait la prison. Je me suis barré. Je me suis barré. Et j'ai dit, ah, bah attends, il faut plus qu'il m'appelle. Il me regardait. C'est le fils de Dr. Dre. T'as pas pris? J'ai dit, ah, t'es sûr? Il me montre la vidéo. Il est comme ça. Il s'appelle Curtis Young. Il dit, oui. C'est son fils, là. J'ai dit, non. Le fils de Dr. Dre. Oui, mais il est décédé. Mais oui, non. Oui. Et au même moment, dans le même studio, il y a Coolio qui débarque. Comme ça. Mais moi, j'étais trop dans... Je vais rencontrer Puff Daddy. Donc toi, il n'y avait que Puff Daddy dans ta tête. Oui. Et mon gars, il s'énervait. Et c'est ça l'anecdote. Il s'énervait. Il dit, mais toi, t'es bête. Tu veux pas travailler avec eux. Tu vas rater des opportunités. Et tout, il s'énervait. Et du coup, j'ai raté cette opportunité déjà. Avec lui. Coolio est passé, j'ai raté. Il y avait Spinnerella. Vous connaissez qui est Spinnerella? Non, je connais pas. Spinnerella, c'est la DJ de Salt and Pepper. Ok. Mais moi, j'avais pas réalisé qui c'était. Je l'ai trouvé un peu relou parce que moi, je pensais que j'allais rencontrer, tu sais qui? Dr. Dre. Ouais, bah ouais. Mais toi, tu voulais les... Il voulait les gros poissons. Les gros poissons. Et du coup, l'anecdote, c'est que j'ai capté des grosses opportunités et mon pote, il m'a dit, ben voilà, à force de pas avoir fait attention à ces gens, tu te rends pas compte. Mais maintenant, quelques années après, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai commencé à réaliser, ce gars... L'importance de négliger personne. Parce que ça, c'est aussi très européen. Et c'est là que j'ai appris que moi, quand je vais là-bas, je pensais que j'étais quelqu'un parce que j'avais fait des choses ici. Donc j'ai négligé le petit gars. Or, en fait, ces gens-là étaient des gens très, très importants. Parce que dans mon histoire, il s'est avéré que 2 des frères, aujourd'hui, ont fait des hits avec Chris Brown. Voilà. Et j'ai compris l'importance même dans le management, de faire attention à l'environnement et comment tu te comportes. Parce que cette industrie-là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui s'y cache? T'as des regrets aujourd'hui par rapport à ça? Un petit peu parce que quand je vois cet épisode, je le vois en image, ce gars rentrer avec la fourrure et qu'il est en train de me courir après pour que je lui montre comment utiliser ça. En fait, j'étais sympa avec lui, mais sans plus parce que il me paraissait plus fantasque. Ouais, il faisait du show, quoi, pour toi. Il faisait du show plus que vraiment être la personne, quoi. Tu vois? Et là, ça m'a pris une autre leçon parce que je dis, mais si tu veux aller loin, tu dois
comme dans l'underground, il ne faut pas avoir peur de commencer plus petit et monter plus haut. Tu vois, ça sert à rien de sauter les étapes, faut suivre le bon parcours, quoi, tu vois. Donc vas-y. Justement, moi j'aimerais revenir au moment où tu quittes la Belgique pour aller aux États-Unis, justement pour qu'on comprenne, parce que là on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a un gap entre les deux, tu vois, qu'on a passé. Mais comment est-ce que tu te retrouves aux États-Unis en fait? Je me retrouve aux États-Unis pas vraiment pour la musique, en fait. Ça veut dire que je suis ici pendant quelques années, et puis la musique, vous savez, ici, ça paye pas, sans plus. C'était plutôt une passion, mais une bonne passion, parce que j'ai quand même fait pas mal de bonnes choses ici, de très bonnes choses. Je vais citer, comme j'ai participé à Kirikou, MC Solar, l'album. Kirikou, le dessin animé. Très belle expérience. Qu'est-ce que tu as fait dans Kirikou? Dans Kirikou, en fait, je bossais au studio Dada, et un jour, on nous a dit que Youssou N'Dour allait passer pour un dessin animé qu'il a créé pour ses enfants. Et je ne savais pas ce que c'était, et puis on a vu le titre Kirikou. Donc au Dada, on était là j'étais assistant. Et donc, comme j'étais spécialisé dans, on appelle ça, tout ce qui est connaissance MIDI, donc j'amenais aux créateurs, on a besoin d'un synthé, je dis, vous pouvez utiliser ça. Donc j'amenais. Et pour moi, c'était une belle expérience, parce que le gars qui faisait, on appelle ça le sound design de Kirikou, c'était un aveugle. Okay. Donc il arrive au Dada, moi je dis c'est un aveugle, oui. Et il créait le sound design comme ça. Et j'avais le grand écran. Il me dit c'est un dessin animé sur lequel Youssou N'Dour a investi, et c'était Kirikou. Okay. Et donc on a fait toutes les bandes son en ce moment-là. Et c'était magnifique parce que j'ai participé au fait, on appelle ça à l'habillage musical comme assistant. De là où est venu qu'un jour un des gars m'a dit écoute, t'as une belle voix, tu iras bien, on a une BD qui s'appelle Torgal, je sais pas si vous connaissez Torgal, on a besoin de ta voix pour que tu iras pour faire la BD, une BO pour Torgal avec comment il s'appelle, Deep Forest. Ok. Tu vois? Incroyable. Donc la passion m'a amené là, et puis en allant aux États-Unis, c'était pas vraiment pour la musique, j'avais un an bulot ici, et puis je me suis dit je suis encore jeune, j'ai envie de voir autre chose. Je décide d'immigrer là-bas parce que j'ai de la famille. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2000. Ok. En 2000, je décide d'immigrer 2001, 2002. En tout cas, dans les années 2000, je décide d'immigrer là-bas parce que j'ai de la famille. Et j'ai eu la chance, entre parenthèses, que un ami qui était ici, qui est aussi belge, vivait déjà là-bas. Lui passionné de rap français. Donc t'imagines, il me voit arriver, il était content, il m'a dit enfin quelqu'un du rap français qui a bossé là-dedans, il va pouvoir m'aider. Mais moi, j'étais pas vraiment dans l'idée de faire la musique parce que j'arrivais en Amérique, tu vois, tu veux découvrir un nouveau pays. J'allais au collège pour apprendre l'anglais. J'avais découvert le sport dans l'industrie parce que mon pote était coach de sport. Et c'est lui qui en fait, par son amour du rap français, parce que moi j'étais son premier pote qui arrivait avec cette source de rap français où il voyait ses potes James Dino, la B2C, Opac, qui cartonnaient, tout ça. Et donc il était content de me voir parce qu'on faisait partie du mouvement. Et moi je dis je vais t'aider. Il me dit qu'est-ce qu'il faut que j'ai un studio? Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Il me dit prends ça, achète ça, et puis voilà. Et il avait déjà acheté. Et j'arrive, je dis t'as déjà acheté ça? Les stats, c'est bien, hein? C'est bon. Il dit aide-moi s'il te plaît à faire des choses. Je dis ok, je vais t'aider un peu. Et c'est comme ça, tout doucement. En nonchalance. En nonchalance. Sauf que lui était pas. Moi, tu vois, j'avais déjà fait l'école ici du rap underground. J'avais déjà passé, mais lui, il était dans le rap underground au State, quoi. Il était Dead Prez, Dala était People. Il était dedans. C'était bien parce que je retournais là-dedans. Je disais mais toi t'es dedans, moi je veux rencontrer les Puff Daddy. Tu vois, je veux rencontrer d'autres gens. T'es toujours avec ton Puff Daddy, toi. Oui, parce que ça m'a marqué, parce que les gars me disaient mais pourquoi tu veux le rencontrer? Et en fait, je suis retourné dans l'underground là-bas, par sa force. KRS-One, Wu-Tang, Killah Priest. Vous avez bossé avec tout cela? Parce que je faisais de l'événement, donc j'ai bossé avec Killah Priest. J'ai eu l'occasion de bosser avec Cannibus. Ok. Par hasard, parce que tu sais, c'était des anciens, mais il faut savoir que là-bas, ils sont toujours dans l'underground. Et ça me faisait bizarre, parce que pour nous, ici, ils étaient finis. Tu vois? Alors que là-bas, ça continuait. Et là-bas, ça continuait. Donc, je suis retourné là-dedans, et puis c'était bien aussi, parce que je retrouvais un peu le hip-hop. Et lui, il m'a connu, au fait, quand j'étais DJ et tout ça. Donc, il était, ouais, regarde, on va pouvoir aller voir ça, on va pouvoir aller ça. Donc, je suis retourné tout doucement dedans, sans vraiment prêter attention, parce que c'était plutôt pour l'aider. Et lui, il était engagé, il avait son groupe engagé et tout ça de rap. Donc, je croisais pas mal de gens dans l'urban music.
Et de fil en aiguille, un jour, un gars il m'a dit ouais, on a besoin de toi on a besoin d'un ingé son. Mais eux, ils m'appelaient producer. C'était marrant parce que moi je me disais non, je suis ingé son. Non, you're a producer. Tu vois? Et moi je dis pourquoi? Et j'oublierai jamais cette phrase. Un gars il dit il y a des gens comme toi ici. Moi je dis oui, mais il faut me les présenter. Oui, il s'appelle Dr. Dre. Et j'essaie de comprendre la connotation de producer, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, ils trouvaient que j'avais beaucoup de connaissances. Donc pour eux, j'étais un producer. Ok. Tu vois? Pour eux, c'est ce qu'ils appellent un producteur. C'est un gars qui a beaucoup de connaissances. Quand il arrive au studio, il sait quoi faire. Les réseaux. Les réseaux, il sait comment diriger et tout. Mais ça s'est fait tout doucement parce que l'adaptation était quand même dure. J'avais un job de sécurité, comme À tout côté, le monde. oui, il faut Un bien. job alimentaire. Job alimentaire. T'étais et déjà tout. marié à ce moment-là? T'étais déjà en couple? T'avais déjà des enfants? Pas encore. Même pas. Moi, heureusement, je suis parti. Le jour où j'étais célibataire, j'ai dit oh, Merci, c'est maintenant au qu'il faut, revoir, qu'il faut j'y vais. partir. C'était l'aventure. J'étais là, ouais, je vais découvrir. C'était pas facile au début. Et c'était une très, très, très belle aventure qui n'était pas facile, une très, très belle aventure parce que j'ai dû retourner dans l'underground. Moi, je voulais pas retourner dans l'underground. Tu voulais être dans le mainstream. Bah oui, puisque les artistes là que je découvrais, mais moi, pour nous, c'était de ma génération, mais ils étaient finis. Si je te dis K Solo, tu peux pas connaître. Non. Il faisait partie d'un groupe avec EPMD et je le retrouve en face de moi. Et je dis non, K Solo. Et je vois Cannibus à côté de lui. Il me dit ouais, c'est toi le gars qui fait les sons et tout, on a besoin de toi. Je dis mais moi là, mes potes ils voudront même pas bosser avec lui, même si j'appelle mes potes, ils disent non, trouve-moi un gars ou cher ou quoi. Trouve-moi Et c'était bien parce qu'en fait, je retrouvais, surtout quand j'ai bossé, j'ai eu l'opportunité de bosser avec Killah Priest, parce qu'ils étaient tous dans l'underground, et Killah Priest, c'est un des membres de Wu-Tang Clan. Et là, j'ai dit, waouh, c'est une culture en fait ici, vraiment. J'ai fait un remix avec KRS-One, et là, j'ai commencé à comprendre que, ok, ici, là, je vais pas rencontrer Usher et tout, bon, je me contente au moins de ça, quoi. Je prends au moins. Je prends Et au c'est moins. déjà pas mal. Ouais, parce que c'est un marché là-bas. Et j'ai compris que c'était un marché. Oh. Et c'est vrai que c'est un pays beaucoup plus grand. Oui. Alors, même si les choses ne pètent pas à l'international comme une Beyoncé et tout, ça tourne très bien. Oui, ça tourne très bien parce que moi, on fait un événement avec K Solo et Cannibus. Mais il y a quoi? Il y a 4000 personnes, quoi. Ouais. Après, on va dans le prochain parce qu'eux, ils aimaient bien parce qu'on faisait l'événement. Puis j'ai dit, attends, Dalet et Pipo, il y a du monde. Puis il y a KRS-One. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que c'était pas comparable parce que eux, le jour où on a fait, c'était pas KRS-One, un des membres de, comment il s'appelle, KRS-One. Lundi, il faisait une date, mercredi, il faisait à une autre ville, dans le même arrondissement, genre Molenbeek, Bruxelles, Anvers. Je dis, ah ouais, les mecs, ils tournent comme ça ici. Mais chez nous, on va pas les booker. Oui, jamais les booker. Mais là-bas, ils vivent. Là-bas, ouais. Il y a des festivals. Le jour où j'ai vu le vrai festival avec Method Man, qui s'appelle Rock the Bell, on devait bosser là-bas, et j'ai compris, je dis, en fait, peut-être que nous, c'est ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait perdurer dans l'urban music une industrie qui pouvait tourner, parce que les anciens ici, on les met un peu de côté, alors que c'est faux, ils ont une expérience, quoi. Quels sont tes plus beaux accomplissements aux États-Unis? Plus beaux accomplissements. Je crois que mon plus beau accomplissement où j'ai beaucoup appris, c'est quand on m'a donné les rênes d'un label d'un joueur de NBA. Ouais. Ron Ortez, en plus, c'était bien parce qu'il est devenu champion avec les Los Angeles Lakers. Et c'est un bon accomplissement parce que l'histoire du premier studio où j'avais fouillé là. Ouais. Regardez comment la vie elle tourne. Un jour, il y a un autre rappeur, par intérêt d'une copine, qui dit, écoute, j'ai quelqu'un qui peut t'aider, il est producer, il pourra t'aider dans ton album et tout, il connaît plein de choses. Je lui parle. Et lui me dit, j'ai un studio et tout, où on va avec quelqu'un et tout ça, j'aimerais bien te le présenter. Alors je dis, ok, on va y aller. Lui, il retourne dans son label, chez ses potes, il dit, voilà, moi j'ai trouvé un mec unique qui va aider, il est le producer, il connaît ça, il connaît ci, et en plus il est dans le management, il va pouvoir diriger, il va pouvoir mixer mes sons, il pourra les arranger et tout ça. Et déjà, ils sont comme ça. Tout ce que tu faisais, ça, à ce moment-là, tout c'est là, à ce moment-là. En fait, toi, c'était bénéf de bosser avec toi, en fait. T'avais toutes les casquettes. Okay. Tout terrain, on était obligés. Tout terrain. Mais en fait, je faisais ce que je faisais ici, là-bas. Okay. Sauf que là-bas, j'ai compris que ça pouvait aider. Eh ben, lui, il va dans le studio. Il leur dit, moi, j'ai trouvé un gars. Ah, c'est la perle rare. Les gars, ils sont là, ils disent, ouais, c'est qui le gars? Et il donne mon nom. Sur le moment, il donne mon nom. Les deux gars du studio lui disent, écoute, si c'est le nom que tu m'as donné, parce que mon petit nom, c'est Michou. Ah, c'est ça ton petit nom? Et en fait, il donne mon petit nom. Les deux, ils s'arrêtent, disent, écoute, on le connaît,
ça fait 2-3 ans qu'on le cherche. Et lui Carrément. dit, non, c'est pas possible. Vous pouvez pas le connaître. Il dit, tu l'appelles maintenant, qui vient au studio maintenant. Il m'appelle, il dit, écoute, je comprends pas. Il y a 2 gars ici qui me disent que tu dois venir maintenant. Ils vont envoyer la voiture pour que tu viennes maintenant. Je dis, ah, c'est qui ces gars? Je sais pas, il faut que tu viennes maintenant. Ils viennent me chercher. Je vois une escalade qui vient me chercher. Je vais à Burbank. J'arrive là-bas dans le studio et je rentre dans le studio. Et effectivement, je vois 2 gars. J'oublierai jamais, c'est Decam et Whip. C'était les neveux de joueurs que dans le studio, en fait, où on bossait avant, un jour, j'ai pris la peau La des fouille, ouais. scampette. T'as fouille parce qu'il avait fait de la prison. Ils me cherchaient partout et tout. Et ils me disent, hé, mais ça fait 2 ans qu'on te cherche. Le fameux studio de Ron, c'est ça. Et moi, je regarde, ah ouais? Mais oui, on te cherche. Après le studio Échappé, on t'a cherché et tout ça. On n'avait plus de tes coordonnées et tout ça. Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Il me dit, c'est le studio, on a besoin de toi. Il a fait le studio, on a dit qu'on t'avait trouvé, ça faudrait qu'on bosse ensemble. Et lui avait monté un label où, en fait, ces 2-là, c'est ses neveux. Ils voulaient rapper comme tout, tu vois. Tous les joueurs de NBA, ils adorent la musique. Sauf que Ron, lui, comme joueur de NBA, il faisait des mixtapes. Ok. Il faisait des mixtapes. Et dans ces mixtapes, il y avait The Game, Akon, Snoop, des rappeurs de Dipset, Jim Jones. Pas mal. Alors il me dit, ouais, on a besoin de quelqu'un comme toi parce que il doit finir l'album, il n'y a personne pour mixer, pour arranger, on ne sait pas quoi faire et tout. Et moi je dis, ah ouais, mais moi écoute, je vais vous aider quoi. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'à l'époque, ils me disent, écoute, aide-nous parce qu'on doit vraiment sortir quelque chose. Et après ça, on pourra faire des choses. Donc moi, je travaille avec les neveux. Il se trouve qu'un jour, ils vont sur XM Radio, une radio digitale, où ils sont invités par Shady Records, le truc d'Eminem, et ils écoutent les sons. Et le joueur de NBA, il écoute le son de son neveu, il dit, c'est pas possible. Ton son, il pète mieux que le mien. Et il se retourne, je t'avais dit d'appeler Patson. Je t'avais prévenu, Douglas. Du coup, prévenu. à minuit, j'ai un appel de Ron qui me fait, allô, c'est bon, je veux que tu t'occupes de toute ma mixtape et tout. Et il y a 3 personnes dans le call. Et il dit, ouais, tu emmenez-lui les disques durs et tout ça pour qu'il s'occupe de ça. Il envoie d'urgence le lendemain un disque dur avec toutes les voix où il y avait toute la clique. Et il me dit, écoute, j'ai un single là avec un rappeur. Je dis, c'est qui? The Game. Et peux-tu faire quelque chose? Et j'ai dit, ouais. Donc il m'envoie le son et tout. Il me dit, et je lui dis, je prends un. Ça, c'est le meilleur souvenir. Et je fais un bet. Je dis, on va tout changer. Tout changer. Et il me dit, ouais. J'appelle un de mes potes ici en France. Il s'appelle Will. À l'époque, on s'appelait The Hard Drivers. The Hard Drivers. Et je lui dis, écoute, j'ai un truc à faire pour lui, là. On va tout changer. On va le faire rock et tout. Il dit, ouais, je prends les voix, on travaille dessus. Et il y a les voix de The Game. Et puis, ils appellent The Game. On appelle The Game de réenregistrer les voix. Et on leur fait écouter tout simple. Et Ron me fait, ouais, tu vas prendre toute ma mixtape puis tu vas me la retourner comme il faut. Et voilà mes titres et tout ça. Et du coup, un jour, il me dit, ben voilà, on a un meeting à Beverly Hills, il faut qu'on parle. Et devant tout le monde, il dit, ben voilà, il va s'occuper de toute la prod, de tout ce qui est prod, c'est AMG Artists Media Group, à partir d'aujourd'hui. Donc tous les artistes qui sont devant, c'est lui qui va s'occuper d'eux. Et là, franchement, ça m'a fait bizarre parce que on sort du resto, il me dit, toi tu montes avec moi dans l'escalier, et je m'assieds à côté de lui, il me dit, écoute, je veux que tu gères tout, je t'explique, moi je compte pas être Jay-Z, c'est pour mes followers, c'est tout, et tout, j'ai besoin de toi, mais il faut savoir que dans sa mixtape, il y a des gros noms. Mais attends, The Game, Ouais. Snoop. Snoop, et il m'a introduit à des gens, genre, des gens importants, quoi. Mais pas Puff Daddy. Non, pas Puff Daddy. La seule personne, c'était... Toujours pas de Puff. Toujours pas de Puff à l'horizon. Toujours pas de Puff à l'horizon. Ça, c'était vraiment pour moi un bon moment parce que j'ai gardé le tac. C'est jamais vraiment sorti pour sortir en mixtape. J'aurais su, je l'aurais fait placer en exclusivité. Mais là. ouais, on aurait écouté Je ça l'ai en gardé live. parce que quand on dit à The Game qu'il doit être enrichi, il n'a pas rechiné. Ah, il n'y a pas de problème, il a dit ça, ok. Et The Game aussi essaie de me prendre de son côté. Il me dit, voilà, j'ai un label qui s'appelle Black Wall Street. The Game parlait avec toi et tout ça, je parlais avec The Game et tout. J'ai Black Wall Street. Oh, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie. c'est une Franchement, dinguerie. j'arrive même plus à poser des questions. Ouais. Je suis là seulement, je l'écoute. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que. Alors maintenant, ça faisait quand même, j'ai roulé ma bosse, ça faisait 10 ans que j'étais là, tu vois. Ça n'avait pas la même connotation parce qu'en fait, j'étais déconnecté du rap français totalement.
Tu savais même plus ce qui se passait Ouais, ici. et j'avais des nouvelles que par TNT et Ok. mon frère, parce que eux faisaient des choses à New York, et eux en même temps avaient produit un artiste de Dipset, Jay Ryder, et moi je les appelle et dis, hey, Jay Ryder il est partout ici là. Et mon frère sous les TNT il dit ouais parce que eux ils ont été pionniers parce qu'ils sont arrivés dans les bureaux de Def Jam à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Et quand ils font Dipset, Jay Ryder qui passe partout sur BET, un jour je suis devant BET et j'appelle mon frère et je dis ouais il y a là Jay Ryder il passe à la télé là. Et je dis vous me croyez pas, je vais chez Best Buy, il y avait des CD à l'époque c'était tout un rayon, ils avaient mis ça et je vois TNT et je lui dis regardez, C'est votre son, là. c'est votre son, c'est lourd. Et il dit ah ouais mais eux ils étaient plus c'est pour ça qu'ils s'appelaient les Soul Star Music, ils étaient plus et puis ils font Bose. Moi de mon côté je travaille dans la West Coast et là au fait moi je leur dis comment ça se passe dans le rap français, mais moi je suis resté sur For My People, I Am, tous ces choses, et eux ils commencent à me donner des nouvelles des gens et puis ils me disent que ouais ton gars Oz a fait pas mal de choses avec les nouveaux rappeurs, les Hamza, Oz Touch. Tu vois que je salue. D'ailleurs, on l'attend bientôt dans l'émission aussi. C'est ton gars, Oz? Oz, on ne s'est plus parlé depuis longtemps, mais quand on est parti avec For My People, Oz Touch était là. Ok. Et Oz a été parmi les premiers qui m'a approché et m'a dit il faut que je monte un studio. Parce qu'il était déjà un peu mystique. Il faut que je monte un studio. Il y avait Oz, Dédiqué, et eux, on est partis par là. Et Oz, très talentueux déjà à l'époque. Dorée, on peut dire. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme l'équipe nationale, génération. Et aujourd'hui, Oz, Hamza. Mais oui, et c'est pour ça que c'est pas vraiment comme l'équipe nationale, parce qu'ils les ont gagnés leur. Ouais, c'est vrai. Ils les ont gagnés parce qu'il y a pas mal. Il faut savoir qu'à l'époque, dans l'industrie, on était les plus forts. En France, je te le dis parce que, en fait, tu sais pourquoi? Parce que très dans l'industrie ici, on était plus communauté. On a eu MTV avant la France, pour t'expliquer. C'est vrai. Donc, de ce fait, on était déjà connecté à la culture américaine avant. Donc, quand ils venaient ici, ils disaient c'est pas possible, comment ils produisent. Ils sont beaucoup, hein. Street Fabulous, Bionix, on produit énormément pour la France. Il y avait même des gens ici qui ont fait des voix. Moi, je me souviens de Mamido, qui faisait à 14 ans, qui était en studio, qui faisait des voix pour les Ophélie Winter et tout le monde. Mais non. À 14 ans. Ah oui. Aujourd'hui, si je l'appelle aujourd'hui, elle vous dit son histoire. Elle a une histoire incroyable. À 14 ans, elle fait des voix pour Jane Foster, Ophélie Winter, à 14 ans. Comment on se retrouve à faire des voix à 14 ans pour de tels artistes? Parce que d'ailleurs aujourd'hui, elle fait le Roi Lion avec une grosse troupe en Angleterre, Mamido, d'ici aussi, tu vois. Donc on a fait des choses, mais moi j'ai choisi d'être l'homme de l'ombre, tu vois. Avec des nouveaux artistes, des nouveaux projets. Et puis il y a vous, donc il y a vous aussi maintenant qui Next est là. Generation. The Next Generation. La question c'est quoi? Est-ce que être dans l'ombre, comme je te dis, est-ce que finalement ça rapporte? Est-ce qu'on gagne à être dans l'ombre? Quand on est dans l'ombre, oui, ça rapporte, sauf que... Comment si oui, comment d'ailleurs? Oui, en fait, tu sais ce qui a fait peur aux gens? Ils se disaient que quand tu es dans l'ombre, tu es pauvre. Donc les gens, ils voulaient être sur le stage. Moi, quoi, on me voit. Alors que c'est le contraire. Alors du coup, les gens se sont fatigués à vouloir... Donc ça veut dire, on va dire ceci. Moi, à un moment, j'ai dit non, moi, je vais pas terminer DJ, moi. Je vais pas terminer DJ. Alors, t'imagines que, Dieu merci, tu fais un événement et tu vois ton vieux pote DJ où tu as fait l'événement qui est toujours DJ. Et toi, t'es là. Et toi, t'es là. Et tu dis aux gens, faut avoir du respect pour lui. C'est un grand. Quand tu t'entends aussi, ça fait un peu... Ça n'a pas de sens, c'est un peu bizarre. Et la gars qui fait l'événement, parce que vous êtes dans un autre pays, il fait oui. Et tout. Et tu te dis, il aurait dû quand même être... Ouais, avoir plus de respect. Tu vois, pour des bons DJ. Et j'ai plusieurs fois eu cette aventure. Je fais faire un événement où on te dit, ouais, c'est lui qui a amené cette personnalité. Et puis toi, tu es là et puis tu dis, le DJ qui va être, c'est tel DJ. Je dis, mais lui, c'est un bon. C'est un ancien, c'est un bon. Mais quand tu le vois dans la cabine de DJ, et toi, tu es entouré des jeux importants, tu dis, bah ouais. Ça là, je veux pas, moi. C'est pas ça que je veux. Alors que cette expérience, en fait, parce qu'on s'est tellement dit, alors que c'est important, surtout dans cette culture-là, d'avoir des gens qui ont l'expérience pour pas faire certains pour bien diriger. Et après,
Maintenant, je pense que tu peux vraiment bien gagner en étant dans l'ombre. Non, ça veut dire et que c'est important. Et Il faut des gens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas dans cette époque-là, je vais pas dire 21e siècle, mais en tout cas en 2023, qu'être dans l'ombre aujourd'hui, ça a plus, enfin pas plus parce que l'artiste on respecte toujours Fresh, Aya, etc. Mais j'ai l'impression qu'aussi que le management ou le producteur des fois aussi, quand on comprend tout ce qu'il a accompli, eh ben, il y a quand même tu vois, aujourd'hui, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dawala, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou autre, pour pas citer de nom, en tout cas, pour citer des noms, je sais pas, là, j'ai pas en tête, mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Tefa, etc. C'est des gens quand même que finalement sont bien dans la vie, sont bien dans leur vie, et qui aujourd'hui, au final, eux perdurent là où les artistes mais n'ont pas perduré. Un artiste peut s'éteindre en fait, alors qu'un producteur, si l'artiste s'éteint, il passe au prochain artiste. Un producteur, un manager, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que les bons managers, en fait, ils font le bon travail et c'est devenu un peu comme des gens qui sortent des écuries, quoi. Mais je pense de notre génération, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas compris l'importance du behind the scene parce qu'on pensait que les gens qui font ça, c'est les mêmes personnes là et tout. Ils sont pas connus, donc ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ou c'est Jean-François, lui c'est le bon manager. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a fait bac plus, et il a l'habitude de faire ça. Et au lieu de se dire, franchement, avec tout le parcours qu'on a, c'est là où tout justement... moi j'ai compris ça le jour où tu arrives sur scène. Je veux dire, je travaille avec des artistes, par exemple avec Mombi quand on tourne, c'est important parce que... Quand t'as ça, il a même plus besoin de faire le soundcheck. C'est ça l'importance justement, et se préparer en conséquence pour passer sur scène. Du moins. Et donc il y a une communication. Et en plus avec Mombi c'est marrant parce qu'en plus je fais ça, en plus je suis sur scène comme DJ, tu vois, donc on s'amuse bien, tu vois. Donc il y a une certaine expérience qu'il faut vraiment avoir cette expérience qui va aider l'artiste à sortir du lot. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on s'amuse bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est le fait d'être DJ ponctuellement ou autre, à ce moment-là, en tout cas, cette façon ne te dérange pas, parce que tu sais que c'est ponctuel et au final, tu t'amuses tout en faisant tourner ton business, parce que tu es manager. Tu fais tourner ton business, tu pallies à des erreurs. On a parlé de clip. Regarde, on parle de clip. Vous allez tourner un clip. Quand tu as les connaissances, juste en arrivant, tu fais... Là, c'est chaud. Là, ça va être chaud et il me fait payer autant. Non, attends, gars, il faut que tu fasses ça comme ça, je sais. Tu vois. Et c'est cette expérience qui va faire de sorte que l'artiste va pouvoir s'élever, s'épanouir, et s'épanouir parce que il en faut. Parce que franchement, moi je suis manager et tu dis bon en studio il faut ça, il faut ça, il faut ça. Bon, c'est quoi ça comme ta mission? Moi je connais pas. Le gars il va te donner une facture, il va te plomber. Tu vas dire, ah, c'est bon, c'est un vrai studio. Tandis que quand tu connais, tu vas pouvoir dire à l'artiste, écoute, on n'a pas besoin d'aller là, on va économiser en faisant ça, 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 et le reste de l'argent, on va pouvoir mettre là. Et le résultat sera le même. Donc, voire mieux. Voire mieux. Et donc, ça c'est une partie où, au fait, où je pense c'est important d'avoir des connaissances. Les connaissances là-dedans, et surtout l'humilité. Ah, ça c'est un bon mot. L'humilité, les amis. On dit souvent l'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Et ça, c'est important de le retenir. Ah oui, l'humilité, ça c'est quelque chose, je pense que... Parce que tu as l'humilité, il explose, tu auras de toute façon cette gloire. C'est évident, parce que si le produit ne fonctionne pas, ton entreprise ne fonctionnera pas du tout. Hein. Alors là, et donc les gens qui sont derrière doivent penser à tout plein de choses, parce que si tu dois performer, il y a des choses pour lesquelles il y a des gens qui sont là pour que tu performes au mieux. Tu vois. Et moi, je suis passionné de BNC. Enfin, je suis vraiment passionné d'être dans l'ombre. J'aime ça parce que c'est quand tu vois ce produit qui shine, tu dis ah ouais. Franchement, j'avoue que j'ai accompli ça. Pour comprendre ce que tu dis, c'est vrai que c'est quand même assez. Je sais pas quel terme je peux employer, mais en tout cas, c'est assez valorisant, tu vois. C'est un truc quand même où tu dis, putain, quand tu vois la personne briller et que tu as vu que ce respect reste, entre guillemets, que tu vois la chose est là. Enfin, elle brille, il ou elle brille en tout cas, mais que tu as vu dans son regard, quand elle te regarde, elle dit, je sais que c'est grâce à toi. Oui. Tu vois, et ça, pour moi, ça vaut plus ou moins tout l'or de tout, tu vois, de toute la reconnaissance, de toute la foule que l'artiste, lui, va récupérer sur scène. Parce que tu es un deuxième parent. Aussi. Ça, on ne le sait pas au départ. On ne le sait pas. Les avec managers, le rythme, c'est des darons. Hein. Mais le rythme que tu as, si tu n'as pas un parent là, pour veiller que ça se passe bien, parce que l'artiste, il a été dans le guidon et il doit tout gérer, faire ses trucs et tout, tu vois. C'est du boulot. C'est du boulot, papa. C'est du boulot. T'as mal à la tête. J'ai dit, mais moi, j'ai des crampes, je peux pas me lever, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Il dit, gars, on doit y aller. On doit y aller. Tu vois. Donc, si t'as pas cette psychologie aussi,
ton produit, tu vois, il faut avoir un peu de psychologie. Donc l'expérience, quand tu as l'expérience, ça t'aide justement à avoir cette psychologie et cette patience. Un point intéressant que tu disais aussi, après on lance la pub, mais un point qui était important aussi, ce que moi je veux retenir en tout cas, c'est l'humilité. L'humilité, c'est archi important là-dessus. Et je pense que du coup, quand tu as un artiste qui est humble, et du coup ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui on a des artistes qui sont un peu, enfin pas tous, mais t'as des artistes qui sont genre, ouais, moi je suis l'artiste, et vas-y le manager, nettoie les toilettes, on fait la voiture, facile, prends mes valises. Et là, dans ce cas-là, tu perds la notion de respect, donc là, la relation n'est pas bonne. Mais quand tu vois, l'artiste et le manager, pour moi, ils sont égaux. Alors, il y en a un qui a le bleu, il y a un qui shine parce qu'il doit shiner. Gilet pare-balles. Et voilà. Et l'autre, c'est les gilets pare-balles, mais il shine aussi tout autant parce que nous, on l'aime pas, mais il shine parce qu'on l'aime pas, il y a des haters. Et l'artiste, elle brille. Tu vois, mais, et de ce côté, si l'artiste ou le manager, d'ailleurs, les deux cas, sont pas assez humbles pour se dire, écoute, on est ensemble en fait. C'est-à-dire que toi et moi, on est au même niveau de la même chose. On gagne ensemble, on perd ensemble. On perd ensemble. Tu vois. Et ça, ça doit se comprendre. Surtout pour la nouvelle génération, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Discussion de manager sur ce plateau. On est toujours en compagnie de notre ami Patson, BMP dans la maison. Là tout de suite, les amis, il est l'heure de se faire une courte page de pub, mais on revient très vite. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, toujours en compagnie de mon gars BMP. The queen on the top, ça va quoi? Toujours avec notre invité du soir, Patson Miltoni. Yes, I. Et vous venez de vous écouter My Biblos sur les ondes de Rapology. N'hésitez pas à aller streamer, artiste belge. Donc, donnons de la force à nos artistes, c'est très important. Moi aussi, j'ai des artistes que je dois promotionner. Ah ben vas-y, allons-y. T'es là pour ça, tu es là pour ça. Tu es là pour ça, Attends, Patson. tu nous as On des belles histoires et tout ça. Mais, Patson, regarde-leur si tu veux promotionner tes artistes là. Ah bah oui. Allons-y. C'est vrai d'ailleurs, dans les combos là, c'est vrai, on a beaucoup parlé tout ça et tout, c'est vrai. Et si on faisait pas on finissait avec une bonne session d'écoute avec la playlist de Patson. Mais oui, on va faire ça, mais justement, avant d'en arriver là, on va faire ça sur les 20 dernières minutes. Parce que ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui. Parce que là, on a beaucoup parlé du passé, de ce par quoi tu es passé. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Alors, aujourd'hui, où j'en suis? Là, depuis 2 ans, on a monté, parce que vous savez, je suis passionné d'Afrique. En quittant le pays de l'oncle Sam, je me suis vraiment passionné de tout ce qui tournait en Afrique. Donc, je suis rentré au Congo, je suis parti à Abidjan, à Dakar. Et depuis quelques temps, on a monté un label qui s'appelle Mansa Music Group, avec des partenaires, avec un artiste international qui s'appelle Mohombi. Mohombi, pour tous ceux qui ne se rappellent pas, c'est laisse-moi boom bam bam sur ton banio. Exactement. Et là d'ailleurs, il a son nouveau single qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est un partenaire et un artiste en même temps. Parce qu'on avait, dans cette philosophie un peu africaine, où on a décidé de monter ce label africain, mais qui va s'exporter vers l'extérieur, où on veut sortir des artistes, comme on dit, de l'Afrique vers le monde. Donc on a monté ce label avec des partenaires. Il y a Mombi, il y a J-Soul, qui se trouve à Atlanta. Je suis sûr qu'il est en live en train de me regarder. Mombi en live en train de me regarder. On leur envoie des big ups s'ils nous écoutent ce soir. Avec un businessman qui s'appelle Monsieur Samba Batili. Et on a basé ce label au Cap-Vert. Et pour l'instant, on est dans la première phase où son premier single du premier artiste est sorti. On a un autre artiste qui s'appelle Singa. Singa, c'est un Nigérien qui a assez tourné, qui a fait pas mal de hits en ce moment. On a eu cette bénédiction de l'avoir dans notre label. Et ça, c'est le premier centre d'activité sur lequel je me focalise en ce moment. Puisque le label est jeune, il a 2 ans. Il a 2 ans. Et on a des grosses ambitions. On a vraiment des très, très grosses ambitions. Avant ça, je profitais pour dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes de l'urban music aussi qui font partie de la scène au Congo, comme MPR, que j'admire beaucoup parce que quand j'ai participé pour l'un des singles qui s'appelle Dollar, franchement ça m'avait beaucoup touché parce que je leur donne un big up parce que ces mecs sont partis de petits, localement, et le jour où j'ai vu qu'on voulait les booker à la Cigale en France et qu'après ils ont fait une mixtape avec Leto, Kalash Criminel, il y avait qui encore,
Je pense qu'il y avait Nino qui voulait participer en étant des artistes locaux. Ah non, ça fait chaud au cœur. Là, tu te dis waouh. Et puis il y a une artiste là, d'ailleurs que je voudrais qu'elle passe ici, qui s'appelle Céline Banza. Avec grand plaisir. La porte est ouverte. D'ailleurs aussi, qui connaît d'ailleurs Inos aussi, si je ne me trompe pas. Ah oui, bah, okay. elle est quelque part ici à Bruxelles. Elle a fait un message hier. On était avec Inos en interview. On lui avait préparé des petites surprises, tu vois, des petits messages d'artistes. Il y a eu notamment Black M qui a envoyé un petit message. Il y a eu aussi une journaliste que j'admire, que j'aime beaucoup, Juliette Fivet. Et il y avait parmi ces artistes aussi. Mais c'est ça la palette que je veux amener. Et donc voilà, ça c'est vraiment la palette, la couleur pour laquelle je suis passionné. Donc le premier single de Mombi, Chocolat, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Chocolat, et que vous allez découvrir. On va se l'écouter dans quelques instants. Oui, que vous allez découvrir. Et il a en ce moment, s'il me suit en live, c'est à part lui, on a deux artistes. On a une artiste capverdienne qui va venir aussi. Et ce que j'aime bien dans ce projet, parce qu'on s'est dit que voilà, on peut avoir des labels africains, mais qui s'exportent vers l'extérieur. Tu vois ? Plutôt que l'inverse, tu veux dire ? Plutôt que l'inverse. Et on sait que la musique afro, en ce moment, elle est en train de... de vraiment, en fait, prendre une ampleur qu'elle n'avait jamais eue avant. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est vrai que là, on parle... Ça, c'est un bon sujet, d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de business music ici. On n'a pas l'occasion d'essayer de parler du business music, mais en Afrique. Ouais, en Afrique, par rapport à ça, moi, ma question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend que des artistes, par exemple, se produisent ou font des shows du côté de l'Afrique pour des sommes incroyables qu'on voit même pas ici. Ça veut dire, on parle même des x10, x8, x5, tu vois, sur certains cachets. Est-ce qu'il y a réellement de l'argent? Est-ce que l'industrie de la musique en Afrique vraiment est viable au niveau des streamings? Est-ce que vraiment les artistes sont écoutés sur les... On sait qu'il y a du monde sur YouTube, parce qu'on a vu par exemple Inos Beck, son clip a plus de 219 millions de vues uniquement, et en grande partie sur le continent africain. Mais est-ce que du coup, sur cette partie streaming, sur cette partie scène, est-ce qu'il y a un réel business? Parce que nous ici, on ne sait rien, voire on n'y croit pas. Déjà, il y a un réel business. Pourquoi? Du temps de nos parents, si tu veux comprendre, tu prends Koffi Olomide. Combien de live il n'a pas fait? En une semaine. En une semaine, il fait... je dis, ici, on n'aura pas le même artiste qui ferait en une semaine 3 dates. À Berkem, à un autre endroit, tu n'auras pas ça. Tu vois, il faut savoir qu'en Afrique, déjà, la façon dont on consomme la musique est déjà très différente. Je crois que c'est un continent où il y a beaucoup de shows, beaucoup de showcases, et les gens se lassent pas de la musique. Ça veut dire que tu peux entendre cet artiste pendant une semaine. Des fois, il va venir au mois de janvier, et puis il vient 4 mois après. Et les gens reviennent à chaque fois. Donc ça génère déjà des fonds, parce que déjà la façon dont fonctionne l'économie là-bas, déjà là-bas, très tôt, il y avait les brasseurs qui sponsorisaient les événements, les compagnies de télécom. Moi, de mon époque, tu pouvais pas aller chez Belgacom et dire on va faire un showcase. C'était très rare. Là, ça arrive maintenant doucement. Maintenant, oui. Ça arrive justement, pour parler de ça, par exemple, Inos B, il a été lancé par un concours qui était créé par Vodacom Superstar. Et donc, c'est vrai que c'est aussi encore une autre manière de consommer. En fait, moi, j'appelle ça un peu une manière anglo-saxonne de consommer, où tous ces brandings ont compris que nous, on veut avoir le meilleur artiste. Donc, on va pousser. Moi, à l'époque, on a fait RTL Trace Music Star. Et la figure, c'était Fally. Tu vois, sauf qu'ici, moi, je me disais, à notre époque, tu allais vraiment dans cette entreprise, on n'allait pas te donner... les marques ici, maintenant, ont compris que c'est important de passer un peu d'urban music dans la pub, chose que déjà là-bas, c'est déjà depuis. Primus faisait déjà des artistes et dans tous les pays d'Afrique. Donc ils mettaient les cachets et tout. Et on vit beaucoup de live aussi. On vit la culture du live. Les mariages. Les mariages. Et puis il y a une chose qui est bien, c'est que moi j'appelle ça l'underground de la diaspora, a pris énormément de pouvoir. Il n'y a qu'à voir ce que Fally a juste fait il y a quelques jours. C'est incroyable. Tu vois, sans passer par... C'est incroyable. Donc, c'est cette économie maintenant qu'il faut peaufiner. Ouais. Nous on veut faire partie de cette économie. Voilà pourquoi on l'a ouvert là-bas. Et c'est cette économie, en fait, je pense que l'industrie aujourd'hui ne néglige plus du tout. Plus du tout. Vous avez reçu Inos B hier.
parfait exemple. Qui a cramé la radio. Ici, aujourd'hui, oui, on entend des commentaires qui arrivent. Et en plus, là, il y a eu un post là tout à l'heure qu'on a vu sur les réseaux sociaux où il disait que il est devenu l'artiste africain numéro 1 sur les plateformes, sur les réseaux. Sur TikTok, quoi. Sur TikTok, il est le plus suivi de tous les artistes africains. Vous imaginez un peu ce que ça génère déjà. Et déjà, l'Afrique a une population beaucoup plus jeune aussi, tu vois, et un continent un peu plus grand, du nord au sud. Et c'est vraiment très prometteur, même pour ce que vous faites, parce que c'est marrant, parce qu'il y a une époque, on n'aurait jamais écouté Wizkid sur Énergie. Et ils ont tellement forcé, bientôt là, Inosbi va passer ici. Tu vois, il est bien parti pour. Oui, donc il y a vraiment là-dedans de la place à prendre. Tu vois, il y a un marché à prendre parce que maintenant vous pouvez produire quelqu'un qui est là-bas, aussi bien le faire tourner partout. Sauf qu'avant on disait ouais, mais maintenant ça n'a plus rien à voir. Et est-ce que pour le producteur, donc on ne parle pas du producteur beatmaker, on parle du producteur financier. Est-ce que pour ce producteur-là, c'est moins cher de produire un artiste là-bas qu'ici, ou alors on est au même niveau de... Parce que c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, par contre, à l'inverse, bon, ça c'est mon avis, tu me diras si je me trompe ou pas, c'est vrai que c'est ce que Kuni dit, parce que ici, on sait qu'il y a la Sabab, la SACEM, les streams sont... Il y a une réglementation qui permet de tracer, de suivre, etc. Aujourd'hui, donc tu produis un artiste ici, bon, tu peux retrouver un peu, t'arrives à peu retrouver. Mais aujourd'hui, au Bled, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi... C'est ça que je veux savoir. On va d'abord répondre à la première question, et puis celle-là, juste après. Comment les producteurs s'en sortent? Non, justement, est-ce que si à artiste égal, je veux dire, je prends Inosbi et ici, artiste égal, je sais pas, Damso en Belgique ou Hamza? Je pense qu'en étant honnête, ils ont déjà beaucoup plus faim. Au niveau de la créativité. J'ai eu l'impression qu'à un moment, c'est comme un enfant qui est trop dans le confort, il s'assouplit dans le confort, donc il a moins faim. Tu vois. Je suis revenu d'un camp en Lagos, on est parti avec notre label à Lagos, par exemple. On a vu ce qu'ils ont fait en une semaine. Ben moi, les gamins ici, ils peuvent pas. Ils vont te dire non, mais moi, je sens pas la vibe et tout. Les gars rentraient en studio, bam, 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 ils écrivaient un truc. Bam, 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 ils écrivaient un truc. Je suis parti à Kinshasa, c'était pareil. Je me rappelle le premier truc de Céline, elle s'est assise dans un studio, on n'avait pas de courant à un moment, ils ont pris la guitare, ils ont fait quelque chose. Donc, nous ici, coupure de courant, tout le monde va se fumer une clope. Je pense que psychologiquement, je dirais que ça me coûte moins cher parce qu'ils ont faim. Psychologiquement, ça c'est important de le dire. Ils ont faim, mais maintenant, moi, je pars d'un mouvement où j'aimerais bien quand même qu'on soit juste avec eux. Et on doit faire tous un effort de les rémunérer justement aussi, tu vois, de les respecter. Et ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous, parce que si on envoie trop ce message que ouais, ça va nous coûter moins cher, on peut arriver dans des dérives d'abus, de contrats, d'abus de... Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une chose qu'il faut aussi dire, ça pour répondre aussi à ta question, Kuni. Je pense que la situation au Bled fait que aussi, et tu me diras, je me trompe, les gens ont plus de difficultés, ça c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent de ce que tu nous dis dans la musique, etc. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'au Bled, la vie est difficile. Enfin, certes, il y en a qui s'en sortent très très bien, qui vivent très très bien aussi, mais il y a aussi une partie de la population qui souffre. Et puis il y a autre chose aussi au Bled, je pense, qui s'est perdu, qui s'est culturellement. Depuis des années, dans ces pays-là, un businessman se voyait produire quelqu'un. Ça fait partie de la culture d'avoir un mécène. Moi, je vais. Un mécène, c'est ça que je cherchais comme mécène. Et c'est ceux toi, tous les noms qu'on entend dans la musique africaine. Mais c'est un business. On dit pas c'est mon nom, on dit pas c'est mon prénom. Je suis fâché. Moi, je suis comment fâché. ils appellent ça, les Libanga. Moi, le jour où je suis venu au Dada et qu'il y a eu Joski de Hockey Jazz, je bossais au Dada et il avait sa petite feuille où il négociait les Libanga, comme on dit, mais au plus tu te rapprochais du refrain, au plus cher c'était. Donc de quand chacun passait, et puis c'est marrant, il disait, mais lui, mais il a payé. Non. Bon, il a donné combien? Lui va passer là, lui va passer là. Et donc tu as des entreprises qui vont donner 2000 €. Là, je me rappelle, Peter, mon pote, il me disait, tu te rends compte? Juste avec cette chanson, ils ont payé le studio, plus que 2 journées de studio. Et en fait, moi j'ai trouvé cette économie magnifique,
parce que maintenant c'est copié partout, dans toute l'Afrique, cette culture de Dibanga. On dit pas c'est mon prénom, on dit même pas mon prénom. Mais nous ici, on n'a pas ça ici. Mais après ici, c'est un commerce. C'est un commerce, tu vois. Ici, même culturellement, ça passerait pas. Je vois même pas. Regarde même, tu vois, un truc de fou, un truc simple. On doit aller au Maroc prochainement. Et t'as vu, je me dis, qu'est-ce que je vais trouver. Big up si vous allez au Maroc, Mombi m'entend. Big up. Faut le fêter un petit. On lui fera un big up. Non, mais attends, il faut qu'on rencontre Mombi quand on va au Maroc. Quand on sera là-bas, on fera quelque chose. Mais regarde, pour pas oublier, je me dis, ouais, putain, qu'est-ce que je vais faire, comment je dois trouver un hôtel et tout. Là, je connais pas trop, jamais allé. Et tu sais, je pense à quoi? Je pense à la musique de Gims qui a martelé Sofitel. Mais au final. Bah ça marche parce que je suis allé voir Sofitel, tu vois ce que je veux dire, je suis allé regarder. Et puis après il a vu le prix du Sofitel, il a dit ok je vais pas au Sofitel. mais je suis quand même allé. Je suis quand même allé voir. Non mais c'est vrai, tu vois, on peut trouver un truc, tu prends une petite marque, tu martèles. Bonjour, Rapologie aujourd'hui, big up au grand magasin là. 10 fois après, ils nous font de la pub, venez un peu par ici, on peut vous donner quelque chose. C'est un vrai marché. Je trouve que moi j'ai trouvé ça ingénieux quand tu le vois. Apple, Samsung. Mais ouais, on doit développer ça. Moi quand j'ai vu ça, Huawei. Non mais tu sais que c'est un commerce que c'est là où la capitale de la rumba, ils ont quand même innové dans beaucoup de choses. Quand même. Mais aujourd'hui ça marche ici. Moi je suis sûr qu'aujourd'hui ici aussi, quand je dis que les Gims, etc. dans les sons, ils font de la promo, ils font des trucs, etc. Ça marche. Et maintenant pour en revenir à la question de Barclay, c'est vrai que c'était aussi intéressant de savoir ça juste avant la pub. C'est l'industrie de la musique. Alors ici elle est réglementée, on a la SABAM, on a la SACEM, etc. Là-bas, comment est-ce que ça se passe au niveau des droits pour les artistes? Comment est-ce qu'ils se récupèrent? Est-ce qu'il y a une réglementation aussi? Il y a une réglementation qui n'est pas respectée, il faut être honnête avec nous. Je crois que c'est pour ça que pour pallier à ça, ils ont trouvé un autre système. Ça veut dire que, je pense, parce que tu es dans une ville comme Abidjan ou Kinshasa ou Lomé, c'est incroyable le nombre de showcases qu'il y a. Je veux dire, tu vas à Abidjan, il y a showcase tout le temps. Mais comme c'est dans notre culture, les gens préfèrent aller voir un showcase et en payant, on va dire, $20 à la place, et que t'en fais... tu prends un artiste comme, on m'a dit, Inos, tu prends un artiste comme Inos, tu vois comment il tourne, t'as fait vite le calcul, tu vois. Mais en plus de ça, tu as les mécènes, en plus de ça, tu as les marques... En fait, c'est toute une autre économie. Moi, je me rappelle MPR, leur cachet pour une marque de boissons. Même moi, je me suis dit, mais ici, là, ils souffrent trop. Et après, tu veux les booker ici pour un petit montant. Pour leur donner 5K, mais pas dormir. J'ai fait un festival. Écoute, la preuve, ces gamins ont commencé à 500. Oh, soyons honnêtes, quand on va faire comme les Américains, ils ont commencé dans les $200, $300. Je suis retourné au mois de mai pour faire un festival avec eux. Je voulais qu'ils soient sur scène. 10 tickets. 10 000. De $500 à 10 000 balles. 10 000. Et même s'ils vont payer les musiciens et tout, 10 000. Mais moi, je fais le calcul. Mais là-bas, c'est normal parce que c'est une puissance économique, parce qu'ils vont chez les brasseurs, et puis t'as tel, et puis t'as tel. Donc, je suis positif qu'à un moment, il y aura ce système de droit qui va tomber, parce qu'il y a des moyens pour pallier à ça. Avec le digital maintenant, tu vois. Il y a des gens qui vont sur TuneCore, comme ils avaient commencé sur TuneCore. Il y a l'accès du digital maintenant, tu vois. Tu cliques et puis tu fais ça. Donc, leur ingénuité pousse à ce que tout doucement, ils commencent à se créer ce système-là. Moi, je sais que j'ai des partenaires qui sont en train de travailler dessus pour qu'il y ait vraiment une fluidité. Oui, au Cap-Vert, ils ont un système en fait de droit qui fonctionne très bien, très très bien. C'est juste qu'ici, on n'en parle pas aussi. Au Sénégal, ils ont ça aussi. Tu vois, et à un moment, Mombi se battait pour ça au Congo aussi, d'installer vraiment un système où les gens vont toucher leurs droits parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup d'argent. Et c'est comment du coup c'est comment là-bas du coup par rapport à tout ce qui est Spotify, enfin tout ce qui est Internet en vrai. Est-ce que nous c'est parce que Internet aujourd'hui là au Bled est libre d'accès comme ici, ou est-ce que c'est plus compliqué d'accès à Internet, donc plus compliqué d'utiliser les Spotify, enfin finalement plus compliqué. En fait, ils ont leur propre réseau. Déjà, il y a des canaux comme Trace qui commencent à s'étendre là-bas. Vous avez bien compris que YouTube, tout le monde a un téléphone. Voilà, j'ai vu tout le monde a accès. Tout le monde a accès à YouTube. TV. Maintenant, je pense qu'il va y avoir des marchés parallèles au-dessus de différents de Spotify, mais je pense que Spotify commence à avoir l'alerte rouge en disant, parce que maintenant, vous avez
Afrobeat maintenant. Il y a des années, il n'y avait pas ça. Sur Spotify. Sur iTunes, il n'y avait même pas Afro. Donc ça veut dire qu'il y a du changement. Il y a du changement. Alors là, les amis, on passe un agréable moment. On est en compagnie de notre ami Patson qui est avec nous ce soir. On est toujours avec Barclay. On se fait une courte page de pub et on revient très vite. Et cette fois-ci, c'est Patson qui s'occupe de la playlist. Yes, I. Yes. Merci Patson d'être venu partager tout ça avec nous. C'était trop court. Trop court, ouais, faut intense, faire un épisode 2, court. Hein. On va devoir faire un épisode 2. Et là, j'appelle tous les invités d'Amérique, d'Afrique. Invite-nous, tous tes collaborateurs, tous les artistes avec qui tu as travaillé. On les recevra vraiment avec plaisir ici dans Rapology. C'était vraiment un bon moment qu'on a. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.